Wow. Bonjour à tous. Putain, c'est incroyable. Ce jingle est incroyable. Salut Charles. Salut Thibaut. On est actuellement avec Victor dans les locaux. Donc Victor, Salut Victor, pardon. Présentiel pour la en première fois. présentiel exactement. Et Charles, pour le coup, est à distance. Charles, tu habites où? J'habite à Paris et là je suis chez des amis à Angers, donc c'est pour ça que je suis pas dans mon environnement habituel. Ok. Alors rapidement, est-ce que Charles, tu peux te présenter? Oui, donc Charles, ça fait 2 ans que je suis sur Bubble. J'ai découvert Bubble pour un projet que je voulais lancer pour les petits commerces. Puis le Covid est passé par là. C'était un site qui répertoriait les activités, les animations organisées par les commerçants. Et donc j'ai totalement raté la sortie de mon projet avec le confinement. Et je me suis dit pourquoi pas programmer pour d'autres personnes. Bubble, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire, qui permet de faire ses projets. Et donc j'ai commencé à développer, à aider d'autres personnes. Et là, j'ai récemment lancé Coach MVP, qui est une newsletter de tips pour Bubble. Voilà. Où je partage 2 ans de petites choses, de petites galères que j'ai surmontées. Et voilà, j'aimerais bien en faire bénéficier la communauté. Ok, super. Bien sûr, on reviendra sur toute ton activité parce que aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tu t'es mis sur Bubble et on pourra un petit peu partager tes tips parce qu'aujourd'hui, tu as une newsletter que je trouve extrêmement qualitative. C'est quelque chose qu'on aime partager et on passera un petit peu de temps là-dessus. Avant toute chose, aujourd'hui, le programme, on va parler d'actualité parce qu'il y a le Bubble Announcement qui est sorti il y a 4 jours à peu près. Donc, on va revenir sur certains sujets de la semaine un peu brûlants, certains qui sont sortis un petit peu sous le manteau, d'autres où on a très très peu d'informations, ça on pourra en reparler. On a aussi la partie nouveaux plugins qui sont assez cool. Il y a des trucs qui sont vraiment vraiment sympas, surtout pour du visuel. Vraiment, Bubble est en train de s'ouvrir sur d'autres sujets, notamment par rapport au côté un petit peu jeu vidéo. On fera le tour des templates. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment cool, il y en a d'autres qui sont pourris. On se demande si on va pas sortir d'ailleurs un top 10 des templates des plus niqués, quoi, qui sont dégueulasses. Et on finira par certains showcases avec un petit formulaire qu'on vous présentera. Et on va à la fin laisser la parole à Charles pour présenter sa newsletter et quelques petits tips en live. J'espère que tu nous as préparé une sélection de tes meilleurs tips pour l'émission. Et on n'est pas. Ok, tu sais, il a fait comme ça. Merde, j'aurais dit ça. C'est pas grave, on verra. Je crois que j'ai oublié. Non, mais on fera des tips en live. On va regarder. Oui, on va regarder comment ça évolue et on s'adapte. Ça va. Bon, allez, c'est parti pour l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité Bubble. Donc, on va vous ressortir un petit peu l'actualité qu'on va commenter ensemble. Alors, c'est sorti il y a 5 jours à peu près. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le fameux coup de gueule, on va dire, qui est sorti il y a quelques temps, c'est la partie Privacy Rules. Donc, la partie Privacy Rules, c'est quoi? C'est que vous avez dans votre application un truc qui a été très douloureusement vécu parce que ça n'a pas du tout été annoncé. Et ça, on pourra vraiment débattre là-dessus. C'est la partie où désormais les applications dans la création de tables, vous avez forcément une option qui fait que toutes vos tables que vous allez créer sont automatiquement privées. Et elles sont privées avec la data privacy qui est mise sur que celui qui l'a créé peut l'avoir. C'est ça. Ouais, je vais vous la montrer sur celle-là. Ce qui est un petit peu dommageable, c'est déjà, ça a été mis de manière assez cachée. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'annonce. Ça, on l'a un peu appris sur le tas. Sans même que tu aies à mettre à jour ton application. Voilà, c'est présent automatiquement sur l'éditeur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Ici, on regarde. Ici, ouais, cette petite option-là. Make this data type private. Et ça, c'est automatiquement activé. C'est-à-dire que je refresh, je uncheck, je refresh, ça revient automatiquement. Et si vous ne savez pas utiliser Bubble, ça induit automatiquement en erreur parce que forcément, on ne va pas se mentir. La privacy, en fait, c'est pas ce qu'on voit en premier. C'est surtout ça le problème, c'est qu'il y a tellement un manque de connaissances à propos des privacy rules que le fait de mettre ça, même si les gens regardaient à quoi ça correspondait, ils n'avaient aucune notion de ce que ça voulait dire. Donc. Et de l'autre côté, ça crée ça dans la partie privacy, c'est-à-dire que là, ici, j'ai pas créé de données. Si je crée une donnée table au hasard, on va mettre ça comme ça, et que je la crée, automatiquement, je vais avoir, vous voyez, visit to creator, this tab creator is current user. Donc, en fait, on part du principe, comme si vous aviez, par exemple, des créations d'annonces ou autres, que ce soit uniquement visible aux créateurs et uniquement aux créateurs. Et du coup, vous avez… Alors, en fait, on a interviewé Emmanuel et disait que les data privacy, c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien compris et qu'il y avait des applications brouillères. C'est-à-dire que vous-même, quand vous sortez votre application, faites absolument attention de comment ça se passe parce qu'il se peut que vous ayez une application qui ne soit pas réellement sécurisée. Et ça, malheureusement, quand tu as une application avec beaucoup d'utilisateurs, ça peut être très dangereux. Et à mon avis, ils ont tenté de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Charles? Ouais, tout à fait. En fait, c'est une fausse bonne idée. C'est génial parce que ça te force à bosser ta privacy maintenant et à en parler et à travailler avec. Par contre, tu peux le désactiver trop facilement. Donc, d'ailleurs, c'est un peu les commentaires qu'on a vus.
c'est la privacy, mec, désactive-la. On a un peu tous donné des conseils en mode c'est bon, on redésactive là, ça vient de là ton erreur, t'arrives pas à voir les fichiers, donc c'est On est d'accord. nouveau grouillère, quoi, tu vois. On l'a tous fait, quoi. Mais il disait, attention, nous, ce qu'on met, c'est que quand vous essayez de déployer une application, alors maintenant, il y a moins de publications. J'ai jamais lu cette pop-up. C'est un fait. En fait, c'est écrit, si vous n'avez pas de data privacy activée, il vous envoie un message en disant, vous êtes bien conscient que vous n'avez aucune data privacy. Ouais. Alors que je trouve que le message de auto-binding est beaucoup plus dissuasif. C'est l'auto-binding, il y a écrit, tu ne peux pas le faire si c'est pas activé. Ouais. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est génial. Mais ça veut dire que tu pourrais créer aucune donnée si jamais tu réglais pas un truc de privacy. Donc, tu commences à mettre un repeating group, veuillez configurer la privacy. Et là, tu es obligé de te poser et de te dire qu'est-ce qu'il faut que je mette ici. Et là, tu fais pas ton application et là, les gens, ils partent, tu vois. Parce que si, pour déposer une donnée et faire ton premier repeating group de test, tu dois commencer à te poser la question de la privacy, alors que tu n'as même pas de notion de base de données, bah t'es mort, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est une bonne idée, mais par contre, je trouve, il faut clairement en parler et c'est un peu le souci du no-code, c'est qu'on peut tous faire notre application, mais tu peux exposer des données par une solution de facilité ou parce que tu connais pas, et ça peut être un peu grave. Je pense d'ailleurs à ce titre-là, un truc qu'on pourrait traiter avec un auto-binding, c'est le champ les empty search, les empty constraints dans les search. Ça, c'est pour moi un vrai sujet de dangerosité. Pourquoi ? Bah parce que parfois, en fonction des configurations, peut-être quand tu fais une recherche, si tu autorises une empty constraint, parce que tu te dis, bah tiens, tu as 5 champs de filtrage à ta recherche, tu dis, bah j'autorise les contraintes vides, il n'a pas précisé la distance ou la catégorie d'un objet, par exemple, quand il cherche, et bah tu m'affiches quand même le truc. Donc c'est très facile. Sauf que si tu as un paramètre qui saute, par exemple, l'utilisateur de l'objet, il n'a pas été précisé, ou je sais pas, tu as un truc qui a sauté, il va te sortir l'objet, parce qu'il ne va pas prendre en compte les contraintes, en fait. Ouais. Donc il peut te ressortir des résultats, c'est des scénarios précis, mais en fait, tu n'es pas connecté, par exemple, il y a une contrainte qui est nulle, hop, il t'affiche l'objet. Ouais, je vois. Après, c'est vrai que c'est là tout l'intérêt, et c'est ça dans l'apprentissage qui est un petit peu compliqué à percevoir sur Bubble, c'est que il y a une partie d'apprentissage nécessaire pour l'autonomie, pour la maîtrise et pour faire des trucs de base. Et ensuite, à différents niveaux, différents paliers. Et à haut niveau, les data privacy, elles sont aussi utilisées pour trier plus facilement ses recherches. Elles sont aussi utilisées pour gagner du temps, pour optimiser. C'est ça qui est dommage, c'est que ça t'oblige à faire… Enfin, les data privacy, malheureusement, c'est ou tout ou rien. Tu n'as pas de demi-mesure. Tu es obligé de les comprendre dès que tu les commences, tu es obligé de les comprendre parce que les gens, ils arrivent après, ils te disent « Bon, bah, je les ai pas fait au début, je comprends plus rien. » Sauf que pour les comprendre, il faut déjà avoir l'overview de ce que tu veux faire parce que c'est de la conception. Et donc, du coup, parfois, ça peut être compliqué. Nous, ce qu'on dit, c'est que désactivez l'option et faites-le quand même. On vous expliquera après. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'autres moyens parce qu'il faudrait qu'on explique les fils dans les search, l'auto-binding. Il y a plein de trucs qu'on peut pas donner. Après, la question aussi, c'est, vous disiez, c'est une fausse bonne idée. Je suis d'accord, c'est carrément une fausse bonne idée, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre pour amener les gens à se pencher sur les data privacy, parce que ils ont déjà mis la pop-up, ça n'a pas marché. Bon, là aussi, je pense que c'est une fausse bonne idée. Ils ont rédigé une documentation qui est excellente pour les privacy rules, ça, il faut le dire. Je pense que c'est une des seules documentations de Bubble d'ailleurs qui est excellente. Qui est mise à jour, ouais. Donc tu vois, qu'est-ce que tu peux faire de plus à leur place? Si je me mets à leur place, j'aurais du mal aussi à trouver un. Ouais, c'est pas faux. Tu vois, si les gens veulent pas un moment. Tu sais, c'est l'histoire des mots de passe, mettez 4 caractères spéciaux, 3 majuscules et tout, et le mec il a un 2, 3, 4 ou sur un post-it sur son ordi. Quand ça veut pas, ça veut pas en fait. Et parfois, quand c'est trop compliqué, c'est l'effet inverse. En fait, tu le notes dans ton bloc-notes, en clair. Enfin, c'est un vrai problème, les mots de passe et la sécurité. Mais bon, ça vaut le coup de s'intéresser quand même. La prochaine étape, ce sera peut-être impossible de passer en live tant qu'on n'a pas les privacy rules définis. Ça va peut être un bon. Bah oui, c'est ça. En fait, à mon avis, c'est ça qui serait dissuasif. C'est le fait qu'on ne puisse pas passer en live certains trucs. Un peu comme le binding. Exactement. Mais je trouve que la logique qui est toute bête, c'est que je suis désolé, quand tu passes un truc, le live, tu dois corriger toutes les issues. On est tous d'accord que maintenant, on s'est mis aux autres trucs. C'est-à-dire, si tu as 50 erreurs, bah, tu les enlèves le plus vite possible et peu importe, tu les enlèves. Point, c'est tout. Bah, ça devrait être pareil pour les data privacy. Je peux pas laisser des data privacy vides. Après, il faudrait cadrer le truc et Bubble ne peut pas tout détecter non plus. Mais voilà, faut voir. On passe à la suite. Il y a aussi un truc intéressant. Bon, alors là, pour le coup, le bulk delete file qui permet effectivement de supprimer plusieurs données à la fois. C'est quelque chose qui avait été demandé, beaucoup plus facile. Et il y a un truc que j'aimerais bien parler après. Il faudrait peut-être revenir sur le deuxième point parce qu'il y a un truc intéressant à noter que je pense que beaucoup ne savent pas, c'est que quand vous avez un file uploader sur votre page, si quelqu'un upload un fichier mais que vous ne l'enregistrez pas dans la base de données, il est quand même hébergé sur vos serveurs.
C'est ça. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'héberger les polices comme ça. C'est-à-dire que vous l'hébergez une première fois sur votre page, ensuite ça va stocker et ça vous permet de la récupérer à n'importe quel moment, même si vous avez enlevé l'élément qui vous a permis de la mettre dedans. Et ça, faut savoir que c'est quelque chose où vous avez tous vos fichiers qui sont stockés ici. Et donc, si vous permettez d'uploader l'utilisateur, d'uploader des fichiers, tous les fichiers uploadés, si vous ne mettez pas un système de suppression, sont forcément stockés. Et je vous rappelle, vous avez une limite par rapport à votre forfait sur le nombre de gigas que vous pouvez stocker. Alors, avant d'atteindre 10 gigas, bon, voilà. Ça dépend. Si tu fais de l'upload de vidéo, ça peut être vite aussi. Ouais, mais l'upload de vidéo est une mauvaise idée. Je veux dire, de base, l'upload de vidéo peut être quand même, selon ce qui se passe, une mauvaise idée parce que tu peux arriver à des gigas de chargement et t'es pas Vimeo, quoi. Mais en tout cas, voilà, tous vos fichiers peuvent se retrouver ici. Et avant, on ne pouvait pas le supprimer d'un coup. Par rapport à ça, moi, j'ai une petite surprise. C'est que j'ai uploadé un fichier et je l'ai arrêté. Tu vois, donc j'ai annulé donc avec la commande cancel upload file. Et le poids total du fichier était affiché dans cet onglet. Alors, je ne sais pas si c'est un bug temporaire, si c'était corrigé depuis. Mais il avait pris tout le stockage alors que j'ai arrêté genre au tout début et que je savais que tu vois sur les 100 mégas du fichier, non, il a été pas. Ah ouais, c'est intéressant. Il a compté tout. Tu peux faire le test si tu veux, mais j'étais là genre ah ouais non. Si vous comptez le stockage comme ça, les gars, il doit te dire en fait, il est à l'eau pour te dire bah, c'est possible ou pas de le mettre. Tu vois, c'est encore dans ta limite. Par contre, c'est ce qui était affiché dans le comptage. Alors je sais qu'il n'y avait pas tout ça quoi. Donc, je sais pas, je t'avoue, j'ai même pas fait de truc de bug parce que parfois, voilà, je faiblis, je signale pas tout. Non, t'as raison. Un bug qu'on n'a pas encore signalé. Il y a une URL qui existe, une URL qui est. Non, on peut pas le balancer. Non, on balance pas ça. Non, je balance pas ça, non. Il y a un problème de sécurité, il faut la trouver cette URL. Ouais, mais tu titises trop. Il faut, de toute façon, à un moment, il va falloir leur dire. Il y a une URL bien spécifique que tu rajoutes après le lien de ton application Bubble et qui te permet d'uploader n'importe quel fichier sur ton serveur. C'est-à-dire que moi, par exemple, le site Cure, je ne sais pas si vous connaissez le site Cure qui est fait sur Bubble, je peux par exemple aller mettre des vidéos pédopornographiques sur leur serveur sans avoir leur accès. On est en train de donner notre moyen de pression au monde entier. Est-ce que tu es en train de dire chanter zéro pour faire tous les plugins. Pour tous les plugins qu'on a utilisés qui nous ont fait cracher. C'est ça. Il n'y a pas de prorata. Donnez-nous le plugin. Arrêtez de nous faire ce coup-là à chaque fois. Punaise. Non, mais sérieux. Non, mais oui. Bon, alors attention, c'est quelque chose à ne pas chercher. Tu as balancé la pépite comme ça. Non, mais voilà. Mais à notre avis, c'était une URL de test et de sauvegarde pour les personnes qui auraient effectivement eu un problématique ou à mon avis un fichier qui pouvait être. Ouais, ça répondait à une problématique. Voilà, une problématique spécifique quoi, pour débugger un truc ou quoi. Ok, on passe à la suite. Ici, il y a la partie où il y a un plugin qui se rapproche un petit peu de la partie, on va dire, jeux vidéo, avec des expérimentations qui sont assez cool. Je vous le montrerai, mais en gros, ça prend en compte la souris, ça prend en compte le scroll, et ça vous permet, en fonction de la position de la souris, de faire des éléments. Et ça, c'est plutôt très intéressant. C'est encore au stade hyper expérimental. Je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Il n'y a pas tout qui fonctionne, mais ce qui est cool, c'est que ça donne déjà beaucoup plus de gains sur le contrôle. Ça permet de faire des menus dynamiques, et à mon avis, c'est quelque chose qui entame un nouveau processus. Alors, on croise les doigts que ce soit pas juste un coup d'épée dans l'eau avec un test, mais c'est ce qu'ils ont l'air de dire quand même, hein, parce que quand tu lis après le post qu'ils ont fait, ils disent que ce sera pas du tout maintenu, qu'il faut pas s'y attendre et pas se reposer dessus. Ouais, mais parce que je comprends, parce qu'il y a beaucoup d'attentes derrière, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont quand même investi un tout petit peu de temps pour tester, et il y a eu quand même pas mal de réponses. Enfin, ça a quand même, il y a eu 35 réponses. Et quelque chose qui… Pourquoi avoir perdu du temps si c'est pour finalement juste regarder? Pour moi, c'est juste qu'ils voulaient éviter de mettre trop de hype là-dessus. Mais je suis désolé, ils ont mis un dev dessus. Enfin, au bout d'un moment, surtout par Miri, c'est pas un truc en général où ça va à côté du truc. Donc, à mon avis, l'idée, c'est vraiment d'avoir des réflexions profondes sur qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens et vers quoi on peut aller. Et c'est ça qui, à mon avis, peut être très, 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 très cool. On avance un peu sur la suite. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont parlé… Alors là, j'ai trouvé un petit coup qui était extrêmement rigolo. C'est le petit coup de… On a ajouté 9 nouvelles vidéos quick tip. Ah putain. Et non, si tu préférais. Alors, je sais pas si c'est une erreur, mais les 9 vidéos quick tip, la date, c'est 2020. Du coup, bah, tu te fous de notre gueule, en fait. Voilà, donc, alors, je cherche un petit peu, je voulais savoir s'ils ont rajouté. Alors, il y a beaucoup de vidéos privées, je ne sais pas comment ça se fait. C'est pas celles-là, les 9, les dernières? Non, ouais, je pense que les dernières, le problème, c'est que… Vas-y, descends. J'ai l'impression… Ouais, c'est ça. C'est 51, 52. Bah, tu vois, ils sont numérotés. Ouais, c'est bon. 8 avril. C'est bon. Et ils ont sorti des trucs. Non, c'est bon. La dernière fois, avec mon téléphone, je ne voyais pas tous les trucs. Donc, effectivement, ils ont sorti
9 types supplémentaires. Je suis un rageux. 9 types supplémentaires. Autant pour moi, j'ai eu un doute. Donc, c'est toujours intéressant de regarder la chaîne parce que franchement, c'est des petits tips. Ça peut reposer sur une toute petite fonctionnalité, sur un détail que vous ne connaissez pas et qui peut vous faire gagner beaucoup d'informations et tout simplement qu'il y a des trucs qu'on n'a pas tendance à regarder parce que c'est des petits raccourcis, mais franchement, ça peut être super utile. Je sais que ces quick tips-là sont dans la pop-up. C'est super caché, mais dans la pop-up des éléments. Ah ouais? Ici, si tu regardes dans un élément, dans ton design, sur un texte par exemple, en haut, tu as le point d'interrogation et le point d'exclamation, et le point d'interrogation correspond au quick tips. The page is what contains all other elements. Tu peux le trouver, hein, mais. Non, parce que ça correspond en élément, mais il y a le quick tip, il est vraiment général. Ok. Le quick tip, il est autre chose. Ça, il avait déjà fait il y a un moment. D'ailleurs, c'est sur Vimeo. Et c'est très souvent, et ce qui est rigolo, c'est que c'est basé sur l'ancienne vision de l'éditeur. Et parfois, tu vois des écrans qui n'existent plus et qu'ils ont laissé. Et ça, c'est assez drôle parce que je pense qu'il y a de la documentation, tu en vois. Je sais même pas comment ils s'y retrouvent pour mettre les trucs à jour. Tu sais, à Bubble en feu à ce moment-là. Hein. Franchement, c'est. Même là, quand ils vont changer sur la nouvelle interface, ça va être. D'ailleurs, en parlant de la nouvelle interface, donc je vais passer sur les détails, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ils sont en train de fonctionner effectivement sur un truc qui est pas très ambitieux, mais qui est intéressant au niveau de l'API connector. Et une documentation des plugins parce que effectivement, il y a des trucs qui ont été à droite, à gauche et qui n'ont pas été centralisés. Donc ça va être plutôt cool. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train de travailler activement et on vous le dit parce qu'on est en train d'avoir les news qui nous sont remontées sur le Slack perso. C'est qu'on reçoit les notifications sur le fait que l'alpha du nouvel éditeur est en train d'être lancé. L'alpha, c'est quoi? C'est avant la bêta, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bourré de bugs. On a même reçu une documentation de how to use, mais ce qui est cool, c'est que ça bouge. Alors attention, tu dis nouvel éditeur, donc nouvelle interface graphique de l'éditeur et aussi le nouveau moteur responsive. Alors pour l'instant, ils ont juste exprimé la partie nouvel éditeur. Ils n'ont pas dit qu'il y avait directement l'ouverture du nouveau responsive, donc je ne peux pas te dire si c'est inclus dedans ou pas. Je sais par contre, ils nous ont donné à valider certains écrans pour savoir si dans la logique, c'était toujours compréhensible ou il fallait un peu améliorer le design. Ça ne change vraiment pas grand-chose. Ça rafraîchit. À mon avis, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes pour être plus modernes, c'est plus joli. Mais ça ne change pas la logique, ça ne change pas l'UX. Et pour l'instant, on est sur un terrain connu. Donc, à mon avis, ils vont pas faire quelque chose qui va vraiment être significativement changeant. Je pense qu'ils veulent juste éviter le premier aspect qui est un peu repoussant quand tu arrives sur la plateforme mobile. C'est que tu vois ces onglets qui n'ont pas changé depuis 12 ans à peu près. Enfin, c'est un truc où tu fais wow, c'est un peu austère. Alors nous, on s'est habitué. Je vous avouerai que moi, je le vois même plus ça. Mais c'est vrai que certains, quand ils arrivent, ils font. C'est vraiment un truc pas très très joli, tu vois. Mais bon. Ça correspond bien à Bubble, je trouve, à simple et technique. C'est ingé. C'est très ingé. C'est très très ingé. Franchement, c'est même assez perfectionné pour un truc d'ingé, je trouve. Enfin, je trouve un certain sex appeal, tu vois, ce petit truc d'onglet. C'est pas vraiment moche, en fait. Ça a son charme. Mais c'est pas vraiment beau non plus, tu vois. C'est entre deux, en fait. On sait jamais comment vraiment se placer. On va dire que c'est rustique. Il y a ce qu'il faut. C'est rustique. Ouais. C'est un peu comme un truc d'artisan, tu vois. C'est pas tant l'outil que tu regardes, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais avec. Donc, le truc, il est pas. En fait, c'est pas. Eux, ils sont pas en train de te montrer l'outil pour que tu t'émerveilles devant l'outil, quoi. Tu prends ta pioche, tu creuses ton trou, tu prends ton forêt, tu creuses. Ok, c'est là, c'est efficace, tu l'as vu. C'est quand même bien positionné. C'est ton truc qui joue pas cache-cache. C'est quand même pas pourri, je trouve, leur éditeur. Non. On a fait un procès au responsive. C'est un peu injuste. C'est un peu injuste parce que c'est assez fonctionnel. Attends. Désolé. On va faire un nouveau moteur responsive quand il y aura un nouveau moteur qui va arriver. Désolé, mais pour moi, il y a des choses qui sont incompréhensibles à expliquer. Ne serait-ce que déjà, il y a un truc sur. Je suis pas d'accord. Vu la liberté que tu as, il y a des libertés. C'est génial. Il y a un système de taille qui est géré ici et qui est aussi géré dans la partie responsive. Ouais. Pourquoi avoir mis des informations en doublon? Elles sont pas en doublon. Elles sont bien sûr qu'elles sont en doublon. Elles sont pas en doublon, elles sont juste partagées. Et heureusement. Donc partager, l'information partagée. Non mais ça n'existe pas. Ouais. Ce concept-là n'existe pas. C'est pas l'information partagée. On se retrouve avec des informations qui sont contradictoires parce que les gens, dans un cas, ils ont des options qui peuvent modifier. Dans l'autre cas, qui sont contradictoires parce que quand tu modifies dans l'un, ça modifie dans l'autre. Heureusement, quand tu es dans l'onglet responsive, tu retrouves les mêmes paramètres. Pourquoi avoir mis ça alors? Victor, tu as raison. Ça, c'est un truc entièrement stratégique. C'est que dans l'onglet UI Builder, tu as des informations qui sont utiles quand tu as l'élément que tu peux redimensionner physiquement. Tu vois, notamment la largeur physique minimum. Et tu peux jouer directement dans l'éditeur en fait pour redimensionner ton. Ah, mais me dis pas que les options de Play au Max Wiz,
soit tu les mets dans un, soit tu les mets dans l'autre. Pourquoi les remettre? Mais parce que là, l'onglet responsive, tu le testes en live. Tandis qu'on va dire, dans le e-builder, tu es plus sur sur la théorie de comment tu veux que ton élément réponde. Mais tu le vois pas Réagisse. changer. Donc je suis Oui, c'est désolé. normal. Mais regarde, est-ce que toi, quand tu travailles ton responsive, tu vas dans l'onglet responsive ou est-ce que tu sais comment l'élément va répondre juste en cochant une case? Tu n'as plus besoin d'aller dans l'onglet responsive. Non, mais parce que pour moi, justement, c'est à cause de ce choix-là que je n'ai plus dans l'onglet responsive alors que j'aurais dû le faire. C'est justement pour ça, c'est exactement pour moi. Ce n'est pas un caprice, c'est une logique. Ici, tu passes d'un élément où tu peux tout modifier, tu peux tout toucher, tu bouges ton élément et tu suis désolé. Oui, mais tu peux voir la réaction. Attends. Ne serait-ce que ça, où tu ne peux juste toucher l'élément et ta fenêtre, elle est imbougeable, tu peux rien faire parce que voilà, ça, les trucs comme ça. Ton avis, Charles, en quelques mots. Il va être entre les deux, je suis sûr. Tu sais, tu vas pas prendre parti. Totalement que si. Totalement que si. Alors là, Victor, je suis entièrement d'accord avec toi. Je maintiens le mauvais process sur le responsive. Il y a une balance. Alors, c'est pas utile. Alors, oui, allez, ok, je suis entre les deux. Je suis d'accord avec toi, Thibaut. Peut-être qu'il y aurait des choix qui auraient pu être arbitrés. Je suis d'accord sur une certaine inutilité. Alors, c'est pas grave parce que c'est deux champs. On aurait peut-être pu les virer, tu vois. Mais en fait, ils sont pas vraiment gênants. Ils peuvent servir. Il y en a qui le font directement sans passer par le responsive parce qu'ils sont en train de faire des calculs mentaux et ils sont capables, en fait, en regardant Max Quit, ouais, c'est bon, ça va occuper la largeur de mon écran. Ils font des multiplications et tout. Et en fait, on le voit à petite échelle parce que finalement, dans Bubble, tu es capable de travailler sur un repeating group avec des éléments qui s'affichent sans que ce soit les données finales. Ouais. Et ça, en fait, quand tu parles à d'autres personnes qui utilisent d'autres éditeurs, ils sont là, mais tu arrives à bidouiller tes trucs alors que, en fait, tu as juste la première ligne et c'est même pas la donnée réelle. Et en fait, tu t'y fais. Et c'est pareil, tu vois, il y a des mecs qui travaillent avec l'UI Builder sans passer par le moteur responsive parce qu'ils savent quelle largeur il faut faire en maximal. Mais tu l'as dit. Il y a une adaptation. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était non naturel, qui est devenu naturel et que maintenant, ils sont bloqués à cause de ça. C'est-à-dire que maintenant, quand le nouvel éditeur va arriver, on va en mode, oh, mais c'est pas possible. Alors là, quand le nouvel éditeur responsive, on a eu l'occasion de tester. Ça va être chaud. Les Flexbox, ça n'a rien à voir. Ça risque d'être compliqué aux gens. Bah non, ça n'a rien à voir parce que l'idée du responsive est directement intégrée dans le même onglet, comme ce serait sur Webflow. Tu n'as pas de vision responsive sur Webflow. Et ben là, c'est exactement la même logique. L'élément responsive est intégré dans la logique de l'élément en lui-même. Et du coup, tu agis par une grille qui est automatiquement faite. Et là, ça va faire très mal à certaines personnes. Je vous avais dit que vous le regretteriez, ce moteur de responsive. Tout le monde va le pleurer en disant c'est vrai que c'était rudimentaire, mais qu'est-ce que c'était facile. Et franchement, quand tu t'y mets, c'est sacrément facile. Enfin, franchement, alors, c'est une logique à comprendre, mais une fois que la logique, elle est… Il y a une logique quand même HTML, CSS quand même. Il y a un peu sur les sections, le placement des éléments. Combien de fois j'ai eu un groupe avec qui je m'étais mis un groupe invisible pour charger des données, un truc qui n'était pas censé s'afficher mais qui était censé se charger et qui décalait tous mes groupes sans que je m'en souvienne. Dans ces cas-là, la question c'est pourquoi tu mets le groupe dans le même groupe, pourquoi tu mets pas tout derrière dans ta page? Même même si tu mets dans ta page, il réagit quand même. Hein. Ah si. Non. Si. Parce qu'il est capable de saisir que tu as des éléments superposés qui réagissent indépendamment. Selon comment tu as placé tes éléments, il peut quand même agir. Moi, je l'ai testé sur du code HTML et ça marchait quand même. Donc, ça peut être très délicat et c'est très cas par cas. C'est ça qui est le problème. Les gens qui font du multigroupe, aujourd'hui, ils se prennent la tête sur la partie genre, est-ce que j'ai pas un groupe que j'ai intégré dans un autre groupe sans le voir et qui casse tout? Mon responsive, sur le multigroupe. C'est vrai que facile, il y a un commentaire… C'est vrai qu'il ne faut peut-être pas exagérer. Au début, même moi, j'ai bien cassé les dents. Attendez. Est-ce qu'on peut retenir sur cette phrase au ralenti? Même moi, t'as pris le melon. Hein. Même moi, j'ai eu du mal. C'est même moi. C'est incroyable, ce grillage d'ego en direct. Est-ce que tu me couronnes? Oui, je vois bien. Peut-être tu passeras plus les portes dans pas longtemps. Fais gaffe. Hein. C'est même moi. Incroyable. Ok. On va passer à la suite parce que je pense qu'on pourrait passer une demi-heure. On a déjà passé une demi-heure sur quasiment que le responsive et on va passer à la suite. Et il me semble essentiel que tu nous présentes quand même la petite trouvaille au niveau de l'application GPT-3. Ouais, alors c'est une application faite sur Bubble et qui tourne sous GPT-3, qui est assez intéressante, qui a été publiée dans le forum. Je vais retrouver le lien. Et donc, c'est une application qui a été faite sous Bubble, comme je le disais, et qui travaille avec l'API de GPT-3. Donc, GPT-3, pour rappel, c'est un moteur de deep learning qui est gratuit et qui est accessible, enfin, qui est gratuit. Il y a une version gratuite et qui est accessible en bêta actuellement. Alors, attendez, parce que du coup, moi, j'ai eu accès pour vous montrer un petit peu l'idée. C'est OpenAI, ouais, GPT-3. C'est OpenAI. Alors, je ne sais pas si…
Alors, on n'a pas le droit de vous montrer. Je ne peux pas vous montrer. Alors, okay. Quoique. Moi, j'ai eu accès. Moi, j'ai eu l'accès à la démo, mais je ne sais pas si. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Parlons-en. On a un petit comité, ça sort pas d'ici. Vas-y. Je peux vous dire que là où c'est très très fort. C'est assez intéressant. Là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, il analyse la syntaxe de la phrase et peut comprendre toutes les langues et va générer du texte en fonction. Je vous fais un exemple rapide. Donc ouais, pour revenir, OpenAI, c'est un deep learning qui travaille uniquement sur du langage et du textuel. Il n'y a pas de Poème d'amour. poème d'amour. Je mets un poème d'amour. J'écris un poème d'amour. Je vais vous écrire un début de poème d'amour. Ok. Je vais lui laisser écrire la suite. Ok. Imagine, il écrit la même chose. Selon comme il analyse, ça peut ne pas marcher. Hein, attention. Ouais, Donc là, je vais régler certains éléments qui vont permettre d'avoir la longueur de la réponse. Bien entendu, vous êtes limité par les requêtes, forcément. Mais en fait, ce qui est intéressant avec OpenAI, c'est qu'on s'adresse à lui, on s'adresse à l'IA comme à un humain. Je veux dire, quand tu veux lui donner des instructions, tu ne donnes pas des instructions sous forme de paramètres, tu les formes bien. Voilà. Ah, pas mal. Non, mais c'est incroyable parce que ça va analyser le texte, ça va en C'est pas comprendre mal, le hein, sens c'est vraiment pas mal. Hein. et ça va générer un truc et ça fait même du rap français. C'est hyper Je bien. vous le dis. Hyper bien. Et ça fait même des très bonnes Que blagues. de vous, je suis devenu fou. Je trouve ça hyper beau. Non, mais c'est dingue. Et là, GP3, ça met quand même une petite claque sur comment une phrase est constituée, comment une phrase est composée. Et je vous Mais invite par à exemple, tu regarder. pourrais montrer quand tu peux t'adresser à lui, par exemple, tu peux lui dire, tu peux marquer là dans le playground, tu peux marquer, c'est une conversation entre deux agriculteurs, et il va prendre en compte ça pour baser ensuite le reste. Et donc, par exemple, à la ligne, tu pourrais mettre par exemple Thibaut. Faut que tu mettes un nom d'abord, il me semble. 2 points Que penses-tu de ma grosse présentation. de mes plantations? On va se faire censurer de nos codes francs, hein, avec tes conneries. Victor. Ça va finir en gros monstre. Ça va finir vraiment en truc un peu particulier. J'adore quand tu me parles de tes chants. Est-ce qu'on peut voir, Non, il faut que tu marques Thibaut 2 points. est-ce qu'on peut voir ce qu'il va écrire? C'est bon pour le chant, c'est bon pour le chèque. Wow, alors je peux partir. C'est bon pour les flics. Non, mais par contre, l'économie, il est un peu pro-Macron. des fois, effectivement, on a l'impression qu'il essaye de nous parler de quelque chose en particulier. C'est comme si la machine essaie de nous donner. Il a fini comme la phrase par Victor. Là, c'est bon. Ça, c'est bon pour ta vignette de vidéo en mode je programme un script en OpenAI, ça dégénère. Non, c'est vrai, j'ai créé une machine raciste, c'est un truc comme ça. Putain, il a créé un album de D'ailleurs, Kanye en direct. Il y a un article comme ça, il me semble. Mais par contre, là, c'est bizarre. Ah, parce c'est que fou. Mais quel hangar? ça y est, là, ça y est, parti en couille. C'est marrant. Des poutres et des poutres. Non, mais c'est hyper drôle. Et en fait, il fait même des très bonnes blagues. Honnêtement, on peut faire une blague. Est-ce que tu sais comment ça marche derrière? Est-ce que tu sais d'où viennent les infos? D'où viennent. Tu sais quelle est la source de données, tout ça? Internet. Okay. Attends, c'est un Belge, un Français. Ça fait peur. Mais il y a un Américain. article dans la presse qui est sorti il n'y a pas longtemps qui parlait de personnes qui, tu m'arrêtes si je me trompe, je crois que tu es au courant, de personnes qui avaient utilisé OpenAI et GPT-3 pour faire un. Putain. Non, mais c'est génial. Par contre, il s'arrête jamais, il n'y a pas de chute en fait. Non, c'est parce que j'ai pas réglé le. Ah oui, j'ai pas. En fait, faut savoir que ce que j'ai écrit, ici, pardon. Ouais, c'est vrai que je vous montre un truc où il n'y a pas de sens. En fait, ça va régler les paramètres et on va pouvoir avoir des réponses, des fréquences. Et du coup, là, j'ai pas condamné les fréquences. Normalement, je peux condamner les fréquences pour éviter qu'il le refasse. Il y a plein d'informations qui vont passer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plein de phrases ou plein de textes ou plein de poèmes sont assez bien faits pour qu'on ait l'impression que ce soit écrit, que ce soit des bouts écrits par Internet et qui va récupérer. En fait, non, il va vraiment tout récupérer la donnée, agglomérer la donnée et en sortir un texte cohérent à partir de ces informations-là. Et c'est pour ça que vous avez un texte qui est dans l'ensemble comme fait par un humain. Genre par exemple, si tu demandes une recette au chocolat, tu peux avoir au moins une recette au chocolat avec des petits tips de quelqu'un qui cuisine par exemple. Alors attention, si vous voulez un truc onctueux, mettez plutôt un peu de ça, ou ma recette du moment, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce que ça part vraiment de l'idée de langage entre humains. Par contre, t'es
Ouais, excusez-moi. Azerty. Azerty. Tu tapes peut-être? Ouais. Et du coup, pour revenir, il y a une équipe de chercheurs, si je ne me trompe pas, qui l'a utilisé pour faire du médical, pour faire un bot psychologue qui répondait automatiquement à des requêtes d'utilisateurs. Et à la fin, le bot psychologue fait ce OpenAI recommander à l'utilisateur d'aller se suicider. Ah, Ouais. Okay. Ah oui, c'est chaud. Non mais d'un coup, tu sais, genre, boum. Non mais en fait, vu que c'est au prix d'Internet, à un moment, forcément, il y a un risque. C'est normal parce que effectivement, tous les bots, par définition, s'ils prennent la grande majorité de ce que tu trouves sur quoi, il a créé un album de Camini en direct. Mais surtout, du moment que tu pars sur quelque chose où c'est les recherches Internet qui vont te donner des réponses, tu vas te retrouver forcément avec quelque chose qui est lié au racisme, à l'antisémitisme, etc. Et ça, vu que l'analyse des phrases est faite, en fait, à chaque fois que tu donnes un texte, il va te demander si le texte est sensible ou pas pour apprendre de ça et mettre des comment ils appellent ça, non, pas des pénalités. Ouais, des pénalités sur ces mots-là pour éviter que ça revienne. Mais nous, quand on fait du rap français, à ce moment-là, ouais, il te l'écrit. Mais par contre, juste un dernier exemple, le rap français, texte Vald, je vais mettre un texte de Vald au hasard. Je vous annonce, le truc est très très bon. Alors, il faut que je retrouve une chanson. Alors, je ne vais pas chanter un lyrics. On va mettre Ce monde est cruel. Lyrics. Texte. Voilà. Je mets juste le premier couplet. D'accord? On va voir ce que ça donne. Je devrais lui dire ceci est un texte de rap. Non. 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 Ah oui, pardon. Tu as ressenti le truc. Fréquence penalty. Je ne peux pas qu'il se répète. Bah, après, c'est du rap, du coup, en soi. Non, mais ouais, par fréquence penalty. Non, mais c'est parce que je ne veux pas qu'il répète les itérations. Ah ouais, donc là, tu vois, il a du mal en fait à trouver. Mais il fait des rimes, t'as vu? C'est ça qui est fou. Non, c'est ça en fait, il analyse la syntaxe du texte précédent et est capable de détecter le type de. Ah ouais, là, pareil, par sujet complet. Là, il a fait un refrain. Là, il a fait un refrain, ouais. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'on peut vraiment aller passer du temps là-dessus parce que ouais, stop séquence. Donc non, il y a. C'est addictif, ouais. Ouais, je vous invite vraiment à regarder. Voilà, ça part en sucette. Je pense que ça marchera plus. Mais c'est accessible gratuitement. Vous pouvez faire la demande pour le. Maintenant, ouais. Et surtout, on se retrouve avec des choses où vous avez largement de quoi tester. Ils ont ouvert la bêta maintenant à l'accès libre. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'était plutôt cool. Vas-y, finis ton exemple un peu. Du coup, Writer, en fait, qui est finalement basé sur OpenAI, va faire la même chose. Ça va juste donner en fait le contexte. On va dire que ça va donner. Alors là, je vais pas pouvoir me connecter, ça va être un peu problématique. Ça va donner en fait, Writer, c'est une application qui va vous permettre de générer dynamiquement, on va dire des textes d'accroche basés sur des textes que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous avez un blog, il va vous sortir des textes d'accroche où vous récupérez des. Et c'est tout fait en bubble surtout. Et c'est tout fait en bubble. Ouais, c'est un peu comme conversion.ai. Ouais, c'est un peu ouais. la même. L'idée, en fait, c'est de pouvoir générer du texte, même du texte descriptif, même du texte publicitaire directement à partir d'une IA. Et là où c'est très, très cool, c'est que c'est tout fait en Bubble et donc Bubble peut s'interfacer avec la GPT-3. Nous, on l'a fait en démo. Maintenant que le truc est sorti, on va pouvoir le sortir, je pense, ce tuto. Parce que, à mon avis, c'est assez cool et c'est très facile à faire parce que OpenAI a une API qui est assez bien fournie. Surtout, on lui parle comme un humain, c'est ça qui est fou, en fait. On lui donne des consignes comme un humain et on n'est pas sur une API classique où on doit communiquer avec des paramètres, C'est ça qui est assez. Et dans ce que vous pouvez faire, franchement, c'est pas hyper compliqué pour rappeler le truc. Et moi, j'ai eu un tuto là-dessus et on peut le mettre en accès parce que c'est vraiment cool et surtout, ça peut apporter plein de trucs rigolos pour la partie Bubble. Salut Olivier. Tu vois pas de cas d'usage par rapport à la GPT-3 pour t'expliquer, les cas d'usage sont énormes. Ouais. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les analyses conversationnelles, il manque un aspect humain. Autant dans l'analyse de la réponse que dans la réponse. Donc déjà, ça. Tu peux même inventer une hotline qui fonctionne très bien si tu le couples en plus avec un peu, je sais pas moi, d'intelligence. Oui et non, parce qu'inventer une hotline où tu discutes avec quelqu'un de manière random, oui, mais inventer une hotline qui te répond sur des sujets précis, pas forcément. Tu peux pas vraiment lui mettre un cadre non plus, tu vois. C'est ça aussi qui est un peu dangereux pour l'instant, j'ai l'impression. Alors, ça, tu peux mettre un cadre, mais le problème, c'est que là, on peut pas le mettre. En fait, dans le playground, on peut pas le faire, mais on peut le mettre dans le cadre. Ouais. Non, mais je regardais un petit peu ce qui peut être fait. L'exemple de Writer, c'est un bon exemple. Par exemple, vous avez un blog où nous, par exemple, on fait des tutoriels. On pourrait avoir une génération de titres d'accroche ou de titres basés sur la description ou même de description basée sur le titre. Tu vois, tout ce qui passe au langage.
En fait, il y a des gens qui disaient un truc qui était intéressant, c'est que vu que ça complète des phrases, ça peut écrire des histoires, mais ça peut aussi aider les personnes qui ont des difficultés à communiquer à justement rédiger sur un langage plus compréhensible. Parce que le système comprend ta syntaxe et peut écrire à ta place. Et donc, permet d'avoir un langage plus fluide. Après, il y a plein de choses exprimables. C'est un intérêt en entrée et un intérêt en sortie. Il y a aussi le fait de ressortir un langage, mais c'est aussi une fait de comprendre mieux. Aujourd'hui, il y a des gens qui développent des interfaces grâce à OpenAI en disant l'instruction qui est donnée à la base est mieux comprise de tout le monde. Et à ce moment-là, tu peux avoir des personnes qui développent complètement des interfaces en disant je veux créer, par exemple, un bouton et un groupe. Voilà, pas dans Bubble, mais un groupe et un shape, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il comprend le contexte de la phrase. Donc, il peut le ressortir dans le contexte de l'élément. C'est-à-dire que lui, il comprend que tu es dans une application et ce que tu vas donner est en lien avec ça. C'est ça qui est très, très fort. Pour ceux qui ont testé iDungeon, c'est dingue parce qu'il comprend dans quel type d'histoire vous êtes. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. À mon avis, il y a quand même beaucoup d'avenir par rapport à ça. Ok, on va passer à la suite. On est parti. Je crois que maintenant, on va pouvoir parler des tutos. Alors, attendez 2 petites minutes. On a parlé des plugins. Est-ce qu'on est d'accord que je force un peu sur la présentation et parce que je veux qu'on monte la qualité. On va repartir sur la partie plugin. Moi, je voulais vous faire une démonstration d'un plugin que j'ai beaucoup aimé, qui est le plugin expérimental. C'est plus une intégration finalement. Voilà, c'est une intégration. On en parlait tout à l'heure. Je vais directement vous le partager ici. Je vous ai créé une petite démonstration. Bougez pas. On a des belles intros, mais on n'est pas très préparé, c'est le problème. C'est pas moi. Le budget est parti dans l'intro. Tout le budget est parti dans Incroyable. On est que c'est la 3e émission. Je rappelle qu'on s'améliore au fur et à mesure et c'est ça qui est bon. Très bien, ça c'est de la vraie itération. Voilà, ça c'est du MVP. Ça, MVP. Vous êtes d'accord que c'est pas du MVP là? Je vous avais fait le test notamment avec cette partie plugin. Alors, le pire, c'est que je suis en train d'ouvrir quelque chose. Je suis même pas complètement sûr que c'est la bonne application. Voilà. Normalement, c'est ça exactement. Donc, l'idée de ce plugin-là, c'est que vous allez pouvoir manipuler. C'est quelque chose qui est totalement gratuit. Vous allez pouvoir manipuler des éléments qui rajoutent un élément interaction dans Bubble. Et c'est pour ça que tu vas voir dans le détail que me dire qu'aujourd'hui, c'est qu'une itération, ça ne sera pas maintenu, je trouve ça un peu particulier. Ici, on a le plugin qui s'installe rapidement et ça permet déjà quelques éléments. C'est d'un côté de pouvoir générer les clics, les scrolls, de vérifier quand une touche est appuyée et de voir quand un élément is hovered, etc., etc. Donc, là, des éléments qui sont à la fois actifs et des éléments qui sont passifs. Pour vous montrer un exemple, j'ai voulu m'amuser à faire un test sur la partie détection de souris parce que effectivement, on peut détecter la mouse data. Et donc ça, c'est un petit peu cool. Alors, je me suis amusé à le rendre un peu visuel parce que c'était pas très intéressant sans. Et je vous ai fait un petit élément qui change la couleur du fond de l'écran. Parce qu'après, il faut dire que quand même la majeure partie des éléments qui ont été mis dans ce plugin sont aussi déjà disponibles par d'autres plugins. Zero Code a fait un plugin pour définir des raccourcis clavier, par exemple. Zero Code a fait un plugin pour traquer la souris. Pour traquer la souris et la position de la souris. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas non plus. Enfin, mais c'est bien que Bubble le fasse de lui-même. Je trouve ça vraiment cool et que l'intègre avec des événements. Ça, c'est intéressant. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est ça. C'est qu'il intègre directement comme une nouvelle case. C'est plus comme un custom. Ça montre qu'il y a une piste. Donc ça, il y a une piste quand même. Ça veut bien dire que les gens, ils ont vu un intérêt. À mon avis, on se rapproche de quelque chose. De toute façon, la partie jeu vidéo ne peut pas être sortie de Bubble parce que ça permet de faire quand même beaucoup de choses et il y a beaucoup de créatifs. On avait montré la dernière fois le système pour. C'est pas vraiment un jeu, mais c'est construit comme. C'est la partie Fortnite, c'est ça avec les costumes. Ouais. C'est très cool. On peut tester le scroll, on peut faire des éléments intéressants et on peut jouer aussi sur la partie reposition. Non, je fais une reposition. J'ai un élément qui est un floating group, je clique, je me déplace, ça va repositionner mon élément au niveau de ma mouse data. C'est comme ça que je l'ai configuré. Ce qui est bien, c'est que ça veut dire que pour une fois, on a une composante dynamique en fonction de la position de la souris, ce qui n'était pas possible avant, ou peut-être avec des plugins. Mais alors, ça marche que sur des floating groups, ça marche sur n'importe quel groupe? Pour l'instant, j'ai vu que c'est des floating groups parce que les groupes, je ne pouvais pas les sélectionner. Je pense qu'ils sont fixés et je pense que ça fait sens en fait, ça fait beaucoup sens, par rapport à ça. Ça revient un petit peu peut-être aussi. Alors, par contre, ce que j'ai trouvé, c'était un petit peu bizarre, c'est que dans la reposition, on peut faire une fonction dynamique, ça peut être intéressant, mais c'est pas une fonction cumulative, c'est une fonction fixe. C'est-à-dire que l'élément, si je mets 100 et 200, ce sera sur la fonction 100 et 200 de la page. Ouais. C'est pas un cumul par rapport à la position de ma souris. Je ne suis pas arrivé. Moi, je voulais faire un truc. Vous savez, c'était un menu dynamique en focus ou en floating. Vous cliquez dessus et ça affiche directement l'élément au niveau de la souris. Un menu contextuel, en fait, tout simplement. C'est possible en soi. C'est possible en soi, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas arrivé à le faire ou le truc déconne et je ne suis pas arrivé à avoir de résultats. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que les plugins qui ont été faits par des tiers sont finalement plus performants parce que ça permet de faire un contexte menu assez rapidement. Ouais, là où il y a une piste d'exploration intéressante, mais le plugin ne permet pas encore maintenant, ce serait par exemple de détecter sur quel groupe on vient de faire un clic. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire un contexte menu. Donc, un contexte menu, ce serait par exemple un menu clic droit avec des informations. Et si on pouvait récupérer le groupe sur lequel on clique, ça nous permettrait par exemple de faire un repeating group avec une liste de heures,
un clic droit, supprimer, et on lie le supprimé du clic droit à la case du repeating group et on supprime le user. Ça pourrait être très intéressant. Tu pourrais le rajouter dans la board, ça. Il est déjà dans la ID board. Parce que effectivement, je l'ai mis d'ailleurs dans le post. Ça peut être très intéressant effectivement d'avoir une mise en contexte qui serait beaucoup plus forte que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque à Bubble, c'est le fait que les outils soient créés. Et je pense qu'ils le font pas mal, mais d'un côté, c'est dur de retrouver l'information. Mais c'est de créer des outils en lien avec des cas concrets et des cas où ils vont l'application, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contournements sur certaines règles. Ouais. Il y a beaucoup de trucs d'ailleurs, ce sont des contournements. Attention à ceux qui utilisent des règles particulières. Sachez que selon les évolutions, tout peut sauter. Pendant un moment, il y avait une astuce, je crois, pour faire un… par exemple, c'est tout bête. Vous avez déjà essayé de faire un focus group dans un repeating group? C'est impossible de base, sauf si vous faites un reusable element qui sera lui-même un focus group. Et donc ça, c'est une technique qui est un petit peu… C'est comme mettre un focus group dans un draggable element. Ouais. Ça fait un élément que tu peux bouger sur la page toi-même. Voilà. Mais c'est une tactique et ça contourne la règle. Après, est-ce que ça s'est maintenu et ça peut péter à tout moment? Le problème, c'est que par exemple, là, quand tu vas avoir le changement de moteur responsive, la conversion va se faire sur des règles bien précises. Et alors là, tout va péter. Ça risque d'être compliqué. Ouais. Tout comme quand tu transformes un texte en lien, un lien en texte pour pouvoir mettre un workflow plus un lien de type link pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ouais. Alors ça, je ne connaissais pas par contre. Comment? Ça, je ne la connaissais pas par contre. C'était dans une newsletter, je crois que 2 ou 3 newsletters, je l'ai mise. En fait, tu transformes, tu fais ton lien, tu mets que ça redirige donc vers une nouvelle page ou dans une nouvelle page et tu transformes l'élément en texte. Et du coup, tu peux greffer un tu peux greffer un workflow en plus et ça exécute les deux. Mais c'est hyper risqué. Le lien au niveau de l'URL, ça garde le link en élément link en termes de SEO. Ça, alors, j'ai pas regardé en SEO ce que ça donnait, mais en fait, tu continues à l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et si tu ouvres dans une nouvelle fenêtre et que tu n'avais pas envie d'installer le truc JavaScript, la toolbox, pardon, parce que tu peux le faire aussi avec Toolbox, un petit script en fait. Il y a même d'autres plugins maintenant qui le font direct, l'open external. Ouais, alors bon, les plugins, voilà, après ça c'est un sujet. Hein. Ah là là, ça c'est fou quand même. Ça c'est incroyable. Je trouve ça fou que même eux, tu vois, que ça les rend pas fous eux quand ils font des apps et qu'ils le changent pas. Je trouve ça. Surtout que j'imagine que ça doit pas être un boulot énorme. De quoi? Attends, t'avais dit quoi? Non, ce qu'il disait, c'est que par rapport à ça, c'est pas les plugins, oui ou non. Par rapport à ça, il fallait de se dire que c'est les plugins, c'est pour ou contre. En gros, tu as des choses qu'il faut faire en code et les plugins, il faut faire avec des plugins. Moi, personnellement, c'est un truc qu'on a toujours eu avec Charles. Charles me dit toujours, si tu veux faire un truc et de l'API connector plutôt qu'utiliser un plugin, il vaut mieux que tu fasses ta propre API. Et moi, je n'étais pas forcément d'accord en me disant, certes, effectivement, il y a plus de chances que ce soit stable, mais selon ton niveau, ça peut prendre plus de temps. Et donc, moi, je suis pro plugin du moment que… Alors, attention, le discours qu'on a eu il y a de ça 1 an et demi n'est peut-être pas aujourd'hui le même parce que les plugins ont beaucoup évolué. Il y a soit des niveaux qui sont très élevés, soit aussi des plugins qui ont été faits un peu plus à l'arrache. Je trouve qu'en ce moment, la marketplace, elle a plus le même niveau d'exigence qu'avant parce qu'il y a de plus en plus de bubblers, il y a plus le temps de tout vérifier. Et nous, ça nous arrive régulièrement de trouver des templates et sûrement c'est pareil pour les plugins, mais des trucs qui sont un petit peu inutiles ou des tests qui sont mis en ligne alors qu'ils ne devraient pas l'être. Ouais. J'ai vu la même chose en fait quand j'y suis retourné, je sais plus ce que je cherchais. Et en fait, tu as une inflation de plugins, tu sais pas trop ce qu'ils font même. Tu as des copies de plugins, ça fait exactement les mêmes choses, sauf que tu as un champ en plus. Tu as des plugins qui apportent pas trop de valeur, quoi. Genre, c'est vraiment ton API avec une case en plus, sauf que l'avantage de l'API, c'est que tu gardes quand même le contrôle sur qu'est-ce que tu fais de tes données, quoi. Et je trouve qu'avec la mauvaise qualité de certains plugins, mais qui existaient déjà à l'époque, hein, Thibaut, hein, c'est pas une création de la dernière année, malheureusement. Tu vois, non, mais là, on le voit beaucoup plus. Là, aujourd'hui, il y en a plein. En fait, tu as des tonnes de trucs et tu n'as plus les noms qu'on avait, ou Gorav, ou tu vois, des noms un peu rassurants, où tu te dis, ouais, le mec, il a bien bossé son truc. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas juste un report plugin quand il est plus. Il y a un report. Ouais, mais c'est jamais. Alors, je sais pas. Attends, il y a un report, mais je sais pas si qu'est-ce qu'il génère chez Bubble. Mais il y a un report. Est-ce que ça fait quelque chose? Il y a des plugins qui ne marchent plus depuis des années et qui sont toujours là et que tout le monde se casse les dents dessus. Ça, c'est affreux. Et je pense que déjà, tu vois, on parlait des privacy avec de l'auto-binding, avec des obligations.
Dans un plugin, il devrait y avoir obligatoirement une page de maintenance. Voilà, c'est tout. Tu cliques sur ton plugin, info sur le plugin, tu as la page de maintenance, l'explication. Si tu ne l'as pas, tu ne devrais pas avoir le droit de publier ton plugin, quoi. Parce que c'est touchy, quoi. Tu peux planter une application, si tu as un plugin, je sais pas, de navigation, de menu ou autre, le truc est plus maintenu, ça navigue plus, ton client, il va pas être C'est vrai, content, quoi. après, pour des plugins gratuits, par exemple, imaginons moi je fais un plugin pour moi, ou j'intègre une API pour moi, j'ai pas envie de me casser la tête à faire une documentation, j'ai envie juste de publier en gratuit pour quelqu'un qui saura le lire parce qu'il connaît l'API. Est-ce que tu vois, ça peut aussi. Ouais, c'est Benoît qui dit qu'il manque des dates de mise à jour des plugins, difficile de savoir s'ils sont maintenus. Tellement, Benoît, ouais, ça c'est un gros souci. Et même les derniers commentaires, en fait, il y a vraiment un axe de progression là-dessus parce que je suis d'accord avec toi, Thibaut, il y a trop de vrac. Et c'est pas facile de définir la qualité d'un plugin aujourd'hui. Tu vois, est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il est fait avec ses pieds? Alors, l'indicateur de qualité, c'est tu vas sur le forum, tu tapes le nom du plugin. Tu vois le nombre de sujets et tu vois le nombre de consultations et de réponses. Plus il y en a, en général, moins c'est bon signe. Hein. Mais aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vas sur le forum pour faire le rôle que devrait avoir la plugin preview directement sur la page de Bubble. Il faut savoir que certaines règles ne sont pas suivies par Bubble non plus, ce qui fait que c'est dur de donner le bon conseil. Par exemple, tu as des plugins. Bubble, là, en ce moment, ils sont en train de refaire d'ailleurs certains trucs d'éditeur PDF ou le Tinderpile qui ne fonctionne plus. Mais le Tinderpile est toujours en ligne. Ouais, on sort bientôt un Tinderpile. Mais justement, il est toujours. Et pourtant, pourtant, c'est toujours leur plugin qui est mis comme plugin Bubble. Si on regarde la partie plugin alors qu'il ne fonctionne plus du tout, il est toujours en ligne. Et ils avaient peut-être prévu de le mettre en ligne, de le modifier, mais on ne sait pas quand. Du coup, on n'a pas de visibilité, pas de modification, pas de roadmap en fait. Je pense qu'ils attendent que le Tinderpile soit plus du tout à la mode et que ça fasse très ringard pour le sortir une mise à jour. Parce que là, c'est bon, les gens ils commencent à avoir des crampes de pouce maintenant. Tu dois swiper pour un an. Tu veux manger un truc, commander un truc, tu veux swiper. Tu veux trouver quelqu'un, tu veux swiper. Plutôt que de le mettre à jour, on a attendu que ça meure. C'est pas beau quand même. C'est vraiment quoi la logique. Il ferait déjà. Il faut déjà qu'ils commencent, je pense, par mettre à jour leur rich text input. Et avec des images dynamiques, par exemple, dedans, parce que tu prends un rich text input, tu es très content sur bureau, et puis tes images, elles sont sur mobile, en fait, c'est pas redimensionné, t'as rien, c'est chiant, quoi, ça perd un peu de son intérêt, en fait. Hier, il m'en parle, il lui en veut personnellement au rich text input, le dernier, la mise à jour. J'ai un message à faire passer, Thibaut, voilà, je voulais profiter de cette tribune pour dire un truc. Emmanuel, si tu veux. Je suis venu pour dire des choses. Je suis venu pour parler franc. Non, mais par contre, en parlant des plugins, ça vaut le coup de se demander si, avec la nouvelle interface, ils vont pas faire un redesign de la partie plugin. Avec un duo search, avec des contraintes qui fonctionnent bien et pas un full list. Avec peut-être quelque chose qui marche bien. Avec un truc. Moi, le nombre de fois où mon navigateur a complètement crash, juste parce que j'ai ouvert la table plugin, c'est quand même fou. Ouais, non, faut peut-être changer d'ordinateur aussi. Là, sur un bon ordi, c'est la vérité. Faut peut-être pas câbler Bubble tout le temps non plus. La vérité est entre les deux, quoi. Par contre, il y a un truc qui est piège, et je trouve, ça pour le coup, c'est même, je veux dire, un problème de sécurité. C'est quand tu coches les plugins Bubble, il fait une recherche sur le nom. Et parfois, tu as un plugin qui est développé par un Bubble user, et donc il apparaît dans la liste des plugins Bubble. Tu vois, pour peu que le mec n'ait pas changé son image. Et en fait, c'est un vrai problème, ça. Parce que tu as l'impression que c'est un plugin officiel. Et en fait, non. En plus, je suis en partage, donc c'est-à-dire que ça met un peu plus de temps. Ouais, déjà, c'était long. Et en fait, j'ai fait remonter uniquement. Alors, vous voyez, en plus, il charge les catégories. En fait, c'est bizarre parce que les catégories, elles sont chargées pendant que le répétition move affiche. Donc, il affiche les catégories grâce à ça. Surtout que les catégories n'ont pas vraiment de sens si tu regardes bien. Technique, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais attends, parce que je viens de cliquer, du coup, il faut que ça décharge. Attends, ça décharge. Il y a une nouvelle catégorie. Voilà, c'est tout fait par Bubble. Alors, tu vois, fait par Bubble. Non. The name et Math.js, ouais, Math.js. Tu vois, et alors là c'est Bubble, mais il y en a plein qui sont pas faits. Alors attends, descends. Et tu vois, et voilà, il y en a qui sont pas des plugins officiels, quoi, et qui se retrouvent là-dedans. Et en fait, voilà, et l'autre, no name machin, c'était Bubble user en fait à la base. Et là, je vois, c'est nouveau ça. Il est toujours là. En plus, il est toujours. Il n'y a pas de doc. Il n'y a même pas de doc sur les trucs Bubble. Hein. Si, il y a une doc sur le forum. Ouais, mais sur le forum, elle n'est pas liée. Il n'y a pas de page de plugin, ce qui est bizarre d'ailleurs. Mais... Non, mais voilà, bref, après, c'est. Voilà, bref, c'est piège si tu veux, parce que tu veux que les plugins Bubble, et en fait, tu as plein d'autres trucs qui sont développés et de qualité un peu douteuse. C'est flou. Nous restons calmes. Non, attendez, attention, c'est notre rôle aussi de dire ce qui va et ce qui va moins.
mais il y a des choses à améliorer et c'est important. Et je pense que c'est une petite équipe aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est bien, c'est que les plugins Bubble, ils sont gratuits. Et donc ça aussi, il faut le dire, c'est que j'ai vu aucun plugin Bubble payant jusqu'à présent. Donc c'est ce qui indique que voilà, c'est entre guillemets un cadeau. Enfin, en tout cas, ça fait partie des services. Donc honnêtement, ils font une mise à jour, ils essaient de faire des full calendar, etc. Ils les font évoluer. Alors certes, c'est pas documenté, malheureusement, mais ça reste quand même pas inintéressant et bon à prendre. Ouais, non, ils sont bien leurs plugins. Franchement, c'est vraiment les seuls que j'utilise aujourd'hui. Ah, c'est ceux. T'as confiance. À part le Ouais, rich j'ai text. confiance. Non, t'as pas le choix, quoi. Soit tu prends leur rich text legacy qui remonte qui a 15 ans dans les jambes, mais qui est sécurisé. Celui d'ailleurs qu'ils utilisent sur leur site. Quand tu dois charger les textes enrichis, soit tu prends une interface plus moderne, mais check tout le temps tes applications pour savoir quand est-ce qu'il faut faire la mise à jour parce que t'as des contenus qui sont. Ouais. Bah, dès qu'en fait, tu vois, pareil, un tip, tiens, puisqu'on en parle. Aujourd'hui, sur les textes qui utilisent Rich Text Input, je fais systématiquement une sauvegarde en fait quand j'enregistre le contenu. Oui, parce qu'il peut ne. En fait, il faut que tu expliques aussi le bug qu'on a souvent, c'est que le texte, il devait être récupéré, ne l'est pas. Ouais. Et du coup, en fait, la case est vide. La case devient vide tout simplement pour peu une pop-up ou quoi. Et même si ton truc est présent dans la base de données, pour peu que tu le réenregistres, ça efface ton champ. C'est considéré comme un nul. Et du coup, ça ne récupère pas et ça ne peut plus être enregistré. Et c'est très chiant. Donc toi, tu le sauvegardes en 2 temps, quoi. En fait, je le sauvegarde. Et tu vois, c'est comme je me fais des versions en off, comme ça, s'il y a un problème, et là, je ne l'ai pas encore implémenté, mais j'ai eu un souci et j'espère que j'en ai pas besoin. Voilà. Mon texte a disparu, qu'est-ce qui se passe? Un client t'appelle, hop, on ressort le texte, c'est historisé. C'est en off parce que ça évite de développer une feature versionning. Mais franchement, c'est le seul truc qu'il faut faire aujourd'hui parce que alors, là, ça fait quand même peut-être 3-4 semaines qu'il n'a pas planté, qu'il n'y a pas eu de souci avec. Donc, depuis la dernière community review, Josh, il avait dit qu'il s'en occuperait personnellement. Et a priori, ça a bien fonctionné. Et ouais, il n'y a pas à s'en plaindre. Mais bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et c'est déjà arrivé que ça dure un petit moment de paix et tout. Puis qu'un jour, schlac, tout pète. Ils effacent tout. À un moment, et tu changeais de comment dire, d'objet. Le contenu, il restait. L'objet précédent restait. La personne avait enregistré, ça écrasait, ça mettait le contenu de l'autre objet dans le nouveau champ. Enfin, c'est un enfer, ce truc. C'est vraiment un plugin stratégique, en fait. C'est ça qui est... Je trouve grave. Autant Tinderpile, tu peux t'en servir ou pas, tu vois. Autant le Rich Text Input, c'est chaud, quoi. C'est critique comme plugin. Mais a priori, c'est vraiment un plugin qui est très complexe en termes de sécurité pour pas qu'il y ait d'injection et tout. Et c'est pour ça qu'eux, d'ailleurs, ils l'utilisent pas et qu'ils prennent le vieux qui doit être beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus stable. Donc, ouais. Bon, faut attendre. Mais ils travaillent dessus. Prochain plugin qui est un petit plugin. C'est un plugin qui va vous permettre d'ajouter une bannière RGPD sur votre application pour la sauvegarde des cookies, qui est assez complet et qui vous permet, vous, dans votre éditeur, en fait, de paramétrer les champs que vous voulez proposer à votre utilisateur. Donc, c'est intéressant si on ne veut pas trop se casser la tête avec tout ce qui est cookies et RGPD. Et être plus complet que celui qui est automatiquement fait par Bubble. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que là, lui, il est quand même beaucoup plus complet. Donc, il laisse vraiment le choix aux utilisateurs. Il intègre, en fait, CookieScript. Et donc, les informations sont faites au niveau de CookieScript et les éléments que vous voyez là sont récupérés directement. Vous avez, c'est en partie fait automatiquement. C'est un peu comme NewBenda qui fonctionne bien et au moins ça vous fait gagner du temps. Après, la seule chose qu'il faut vérifier, c'est au niveau de l'intégration, ça s'intègre comment? Ça s'intègre directement en plugin, ça fait afficher un truc parce que je sais que. Et après, du coup, vous pouvez récupérer les valeurs données par l'utilisateur. Si l'utilisateur a accepté certains cookies ou refusé d'autres, vous pouvez y avoir accès. Et vous pouvez donc prendre des mesures dans l'application en fonction de ça. Et sauvegarder dans la base ou sauvegarder à l'extérieur, ailleurs Tu peux les sauvegarder dans la base. Ah, super. Ils sont exposés sous forme de state. Ok, donc c'est appelé comme ça. Ça va générer ce petit cookie, à mon avis. Voilà, CookieScript. Ça contient tout dedans. Et à partir de là, tu as logiquement le consent qui est stocké ici. Le page load, là, qui a le trigger de la demande. Non, mais j'ai le navigateur qui fume un peu. Le plugin RGPD, on parle de CookieScript GDPR. Il sera de toute façon dans le lien Notion qui sera remis à la fin de l'émission. Ouais, sachant que globalement, il est dans les... Je vous le mets en pôle destination. CookieScript GDPR. Oh là là. Alors là, le test sur les M1, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Alors, après, vu que c'est un SaaS, est-ce que ça aura un impact? Le Mac M1 sur Bubble, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout si ça peut avoir un impact. Je l'utilise.
ça change rien. Ok. Ok. Ça le démarre juste en fait. Ok, il n'y a pas de. Ça le démarre, ça l'appelle et en fait, une fois que le truc est ready, je pense sur la validation, ça fait un triggered. Et à partir de là, je pense que ça s'efface pour pas que ça se remette. Hein. Ouais. C'est tout. Et du coup, au niveau de la data, ça la stocke. Alors là, je pense pas user. qu'il soit stocké. Si. Ouais, bah tu vois, tu as le 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, constant. Donc, effectivement, logiquement, je crois que c'est un champ, ça va être un champ date. Non, mais attention, parce que ça, tu le fais comme tu veux. Et il n'est pas automatiquement Ah, sauvegardé dans d'accord, ton- ouais, ok. C'était ça. Oui, Il expose en state et après, toi, tu l'enregistres dans ton. Ok. Donc voilà, si vous l'utilisez, attention, ce n'est pas autant automatique que ce que vous avez sur Bubble, que le truc de validation ou pas. Attention, parce que le truc de validation sur Bubble, vous avez quand même un truc qui se fait tout seul. Là, par contre, il faut faire gaffe, c'est que vous êtes obligé de vous-même mettre la séquence. Après, si vous le mettez au niveau de votre menu principal, si c'est un reusable element, du coup, vous emmerdez plus. Sinon, vous le faites directement sur l'index. Ça peut être aussi intéressant. Comme ça, vous ne le chargez pas à toutes les pages. Mais bon, l'idée, c'est quand même, vous devez le stocker au niveau du current user. Sachez quand même que c'est une obligation selon ce que vous faites. Et sachez que aussi, tout ce qui va générer du tracking de données, de l'analytics, de la publicité, du retargeting ou quoi, doit être annoncé et précisé. C'est le point RGPD. Il y a l'émission qui est sortie il y a hier, me semble-t-il, ou avant-hier, au niveau de No Code France, avec justement François Pankouk et Florian Briand, qui a expliqué aussi un petit peu la RGPD dans le monde du No Code. Ça peut être très intéressant. Je vous invite à le regarder à nouveau ou à le regarder pour la première fois pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ah oui, ce petit plugin aussi qui est sympa en plus. Merci. Par défaut, dans votre application Bubble, si vous mettez un impute, par défaut, quand votre utilisateur arrive sur la page, il va avoir le focus directement dans l'impute. C'est-à-dire que sa souris va être dans l'impute. Et si vous tapez, par exemple, vous allez être directement dans l'impute. Ce plugin va vous permettre de couper cette obligation et va permettre d'empêcher votre navigateur de directement focus l'impute. Alors, Pas rapide. j'ai pas de cas concret en tête, mais il y en a, c'est sûr. Alors, j'ai pas trop compris. Je voulais voir un peu ce que ça donne quand tu me le montres. Tu me l'as expliqué. Je l'ai pas. Effectivement. Eh ben, punaise. On se prend un café là. Hein, j'ai ouvert beaucoup de trucs. Hein. Ah, t'es sûr, Thibaut? Ça, c'est certainement Emmanuel, ça, qui. C'est sûr, c'est pas moi. Il y a 15 onglets Chrome, il y a 15 fenêtres Non, Chrome. c'est pas optimisé Bubble. Hein. Franchement, moi, je trouve Ouais, non, ça, c'est vraiment terrible. Hein. c'est horrible. Peut-être Voilà. que si tu fermes d'ailleurs des onglets, enfin des plugins sur Chrome, tu peux peut-être aussi un peu accélérer. Ouais, ça, ouais, j'en ai un petit peu Donc trop. là, regarde, par exemple, si tu n'utilises pas le plugin, ce qui se passe, c'est que tu as tout de suite le focus sur ton input, tu es tout de suite dedans. Et quand tu utilises le plugin, il va l'enlever instantanément. On le voit, hein, on le voit quand même. Mais c'est assez rapide pour que ce soit pas considéré comme un focus, parce que le problème, c'est qu'a priori, vous allez me dire, ça sert à rien. Mais ça peut être problématique, par exemple, si vous avez un input qui est tout en bas d'une pop-up, et que vous êtes sur mobile, ça va vous descendre tout de suite en bas. Ah, ça descend, tu vois. Ça descend tout de suite en bas, et vous avez le clavier qui sort, potentiellement. Ah ouais, d'accord. Comment avoir un truc sur. D'accord. Ouais. Et donc, c'est fou qu'il n'ait pas sur Bubble en natif une case à cocher. Par exemple, défaut impute, tu vois. Mais donc voilà. C'est intéressant. Ah oui, d'accord. Gratuit et puis simple. C'est intéressant parce que c'est le genre de petit plugin, tu vois, où tu te dis, ouais, putain, sur Bubble, je peux pas le faire et tout. En fait, c'est dur de savoir tous les plugins qui existent par rapport à des petits scripts comme ça qui peuvent améliorer les versions, en fait. Faire beaucoup de recherches. Faire beaucoup de recherches. C'est comme par exemple quand le navigateur prend pas en compte par défaut quel champ correspond à l'email et quel champ correspond au password. Tu sais. Ouais. Il y a un plugin aussi qui existe pour ça et qui va remapper les bons champs avec ce que ton navigateur pour l'autominding en fait. D'accord, c'est costaud. Ok, très bien. Bon, bah, du coup, on va passer à la partie, à mon avis, la partie template. Waouh. Alors, rapidement, je vais repasser. Je voulais vous présenter vraiment très, très rapidement un truc intéressant pour ceux qui étaient passés à côté. AirDev, donc avec le fameux plugin, le template plus plugin AirCanva. Donc pour ceux qui ne le savent pas, si vous cherchez un plugin qui est vraiment un template, qui vous permet d'intégrer à la fois la partie construction de page et aussi la partie, plugin qui vous permet d'insérer des éléments un peu à l'open build, il se trouve que AirDev, qui est une grosse agence de dev sur Bubble, a fait son propre template. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un template gratuit. Et si je vous montre à quoi ça ressemble, ce qui est hyper cool, c'est qu'au final, on se retrouve sur quelque chose qui vous permet à la fois de créer des pages avec du custom et des workflows, et aussi des pages avec des éléments que vous allez pouvoir ajouter à la volée.
Et donc, avant, c'était très compliqué. Pour vous expliquer un peu la logique, je ne vais pas vous faire toute la démonstration parce que avec le réseau, ça va être compliqué. Mais l'idée, c'est que vous générez votre page grâce à Air Canva. Votre page intègre directement, grâce à un template, toutes les pages dont c'est nécessaire. Et du moment que vous avez besoin de rajouter des systèmes complets, ça va vous générer les pages, la base de données qui va avec et tout ce qu'il faut. Bien sûr, vous avez l'installation qui est directement faite ici avec la documentation nécessaire. Et là où c'est très, très bon, c'est que ça vous permet d'avoir tout un panel, tout un admin portal qui vous permet de configurer tous les éléments avant votre lancement et votre mise en ligne. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour du freelance à la base, je trouve, parce que vous avez la possibilité de gérer à travers une même interface les couleurs de votre application, les composants de votre page, le branding, les logos, tout en une seule fois. Donc ça, c'est hyper bien fait. Par contre, je vous le cache pas, ça demande une maîtrise. Et c'est pas à la portée de tous, surtout quand on démarre, parce qu'il y a des logiques que vous n'avez pas forcément, sachant que c'est des logiques pour aller plus vite sur le niveau du responsive, c'est des logiques, on va dire, de comportement avec des hidden variables, donc tout un système d'optimisation. Il faut savoir le modifier. Et qu'il faut savoir, bien entendu, le modifier. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avant, il n'y avait pas de plugin, c'est-à-dire que tout se faisait sur la page d'Air Canva, connecté, et il fallait importer des éléments, ça prenait un temps fou. Là, aujourd'hui, vous pouvez ajouter à la fois des pages, à la fois des blocs et même des modifications de couleurs directement depuis votre système. Et ça, c'est plutôt très, très bien fait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes obligé de partir sur Air Canva de base. OpenBuild vous permet de le faire en cours de projet. Là, vous ne pouvez pas le faire si de base, vous ne l'avez pas ajouté. Et donc, vous devez composer et penser votre projet sur Air Canva avant de vous y lancer. Donc, faites bien attention quand vous commencez là-dessus parce que vous ne pouvez plus en sortir après. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que les blocs que vous avez, alors, il y a eu une petite modification. Dans les blocs que vous avez des fonctionnements avec notamment des repeating groups, avec tous les éléments qui sont nécessaires pour aller plus vite, avec des composants et des conditions qui sont déjà mis en place, donc vous avez de l'animation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il va vous dire c'est les choses qui manquent, c'est plutôt intéressant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend, il y a une partie free et une partie premium. Et avant, Air Canva, pour $50, tu avais accès à tout. Maintenant, le prix de Air Canva, donc on va regarder un AirDev, pas vous dire de bêtises, ça a changé. Et me semble-t-il, ah voilà, c'était là, excusez-moi, ça a changé et depuis, c'est un prix à l'application. Donc, ils ont un peu récupéré le modèle de Bubble en disant, vous payez à l'application. Alors, depuis tout à l'heure, je vous montre. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas l'écran. En fait. Ah oui, je ne veux pas marquer. Je suis deg. Depuis tout à l'heure, je vous montre un truc, il n'y a pas l'écran. Voilà. Ici, donc, voilà, excusez-moi, on remontait le truc. Il y a les blocs. Dans ces blocs-là, vous avez les éléments qui vous indiquent quoi faire. De rajouter, quand vous avez le besoin sur les pages, vous avez des pages qui sont automatiquement faites. Ça va beaucoup plus vite. Et surtout, si vous avez besoin d'ajouter des éléments, vous pouvez le faire directement depuis votre élément à droite. Et donc, si nécessaire, vous pouvez ajouter des blocs, etc. Et vous avez des pages qui sont directement préfaites. Là, c'était un test que j'avais fait la dernière fois. Et franchement, quand ça fonctionne pleinement, c'est très, très cool. Et ça fonctionne plutôt très, très bien. Par contre, au niveau des prix, si vous regardez les prix, donc vous voyez, ça, c'est mon espace Air Canva. Et est-ce qu'on peut voir les prix ? Vous voyez, il y a déjà tout mon menu qui est déjà placé. En fonction de ça, donc j'ai mes URL, faire du multigroupe. J'ai mes éléments qui sont déjà présents avec ma base qui a été remplie, avec des éléments et des fils que je pourrais faire directement, un peu la recherche à facettes, et c'est quand même vachement bien fait. Alors bien sûr, si je veux besoin de rajouter des groupes, on peut le faire, mais en tout cas, il y a déjà une bonne base avec la base de données, etc. et vous allez assez vite. Et là, vous avez les pages que je peux automatiquement configurer. Et si j'ai besoin de plus, je peux aller carrément payer pour du premium. Et là, il faut que je clique sur les blocs. Mais voilà, vous avez des systèmes payants et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. C'est assez cool avec Premium si je clique dessus. Vous avez même la démonstration et ce qui est bien, c'est que c'est responsive. Et ça, c'est plutôt très, très cool d'avoir quelque chose. Vous avez vraiment quelque chose de large que vous pouvez utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est ce que dit effectivement Bernard, c'est qu'il y a tellement d'éléments même en gratuit qu'il y a vraiment de quoi voir et de quoi l'utiliser. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas un template que vous allez récupérer pour vous dire on peut l'utiliser. C'est un template où vous allez vous dire je peux apprendre des trucs dessus. Alors, c'est un mec qui s'est emmerdé à faire une Bible de Bubble, ni plus ni moins. Alors, je ne comprends pas tout ce langage, je sais pas quelle langue c'est, mais en tout cas, quand vous vous connectez, alors on dirait de l'allemand. Non, je pense pas que c'est du turc. Ouais, peut-être. Ouais, turc et anglais. Donc déjà, le mec, il s'est embêté à mettre toute la description de tous les éléments et de montrer ce qui se passe. Donc avec les fonctions à droite, montrer.
Il y a trié par Tous les section éléments, en fait, c'est tous les éléments de Bubble. avec un niveau intermédiaire, un niveau expert. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver les workflows derrière, comment ils ont été faits, qu'est-ce qu'il a donné, etc. Et vous pouvez faire du reverse engineering derrière. Les tips d'experts, alors tout est payant aussi, hein, donc ils ont bien compris de tasks de leur vie et aussi si vous voulez voir plus, vous pouvez payer pour voir plus. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez les actions, les opérateurs, Il y a tout. les others, certains plugins. Alors voilà, lui il a rajouté Music Keyboard Interaction, alors ça c'est marrant parce que c'est assez nouveau, donc au final il met des trucs assez récents. Mais j'ai trouvé ça assez cool parce que c'est quand même bien foutu et le mec, je trouve qu'il y a eu un gros boulot. Alors par contre là, tout n'est pas traduit. Attendez, juste pourquoi? Ah, c'est marrant. Ah, oui, en direct, en plus, ça s'active. Non, c'est ça qui est dingue, c'est des exemples réels en dynamique. Et là, on le voit en direct. J'ai les positions. Et c'est aussi fait chier à remettre les liens vers les références. Regarde, clic droit. Donc là, je fais un clic droit. Alors, clic droit. Clic gauche. Putain, clic droit. Et je suis sous Mac. Mais normalement, voilà, si je fais un clic droit, je l'ai le perfect. Et le clic bas, je peux pas le faire, je suis sous Mac aussi, donc j'ai pas de souris, hein, c'est pour ça que je vous explique. Non, c'est le mec a vraiment, vraiment bien bossé. Je trouve ça hyper cool. La détection. Oh, on peut se faire un Dance Revolution. Ce serait pas énorme. Il y a des trucs à faire, hein. Il y a des trucs à faire. Non, c'est cool. Honnêtement, moi, je trouve ça hyper cool. Donc voilà, c'est un plugin qui vaut quand même un petit peu cher, j'ai l'impression, parce que je l'ai vu à $349. Après, le niveau de boulot du mec qui a fait ça, c'est assez dingue. Je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas ce qu'il a prévu par la suite. J'ai pas trouvé. Il y a plus de. Voilà, ça. Tu as juste ça. C'est impressionnant à quel point le mec est allé loin. Et même dans les tips, hein, des trucs comme ça. Même il y a du back-end workflow. C'est hyper cool. Franchement, ça vaut quelque chose. Il y a beaucoup de. Je pense qu'il y a de la valeur pour apprendre. Quand tu démarres d'un niveau intermédiaire, par exemple, tu veux progresser assez rapidement. Ouais, franchement, moi, c'est le genre de truc où. Tu vois, Public Roadmap, quoi. Là, le mec a bien bossé. Le mec a franchement bien bossé. C'est un truc qu'on s'est dit à un moment qu'on voulait faire. C'est vrai que là, ça peut être récupéré direct, en fait. On va l'acheter. Non, en tout cas, c'est hyper cool. Et c'est vrai que ce genre de truc, typiquement pour la formation, c'est une très, 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 très bonne idée. Donc, l'invité de la semaine, effectivement. C'est toi. C'est toi, Charles. Merci. La surprise. Déjà, il y a une chose que j'aimerais vraiment expliquer, c'est comment tu t'es mis à Bubble. Et après, peut-être j'expliquerai notre rencontre aussi, parce que tu es venu à Marseille, on s'est vu. Tu as failli être un des premiers membres d'Auto. Est-ce que tu veux, déjà, réexplique-nous comment tu t'es mis, toi, à Bubble. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait un BTS, une école de commerce, et j'avais plein d'idées, quoi. J'avais envie de créer des trucs pour un tout, pour un rien. Une application de covoiturage pour aller faire ses courses, pour tous ceux qui peuvent pas se rendre dans les centres commerciaux et qui veulent quand même faire des économies. Donc l'idée c'était de faire un covoiturage mais que pour les courses. Après c'était de faire du shopping partagé. Après c'était de faire des animations dans les commerçants, chez les commerçants pour dynamiser les petits commerces. Et à chaque fois je galérais pour trouver un développeur. Donc tu vas demander à tes potes qui sont en école d'ingé, tu postes des annonces, tu demandes à des gens, tu leur proposes des trucs mirobolants en disant non mais autant à départ et tout, sauf que les devs ils sont hyper courtisés et qui te disent ça m'intéresse pas trop quoi. Moi j'avais recruté un développeur en mode on va s'associer sur un projet de réseau social pour les étudiants et le type on commence à bosser un peu, je lui montre les maquettes et tout, j'étais trop content et en fait il me dit écoute j'ai une banque là qui m'a débauché pour faire un système de sécurisation de paiement bancaire de trucs. Bon voilà, toi t'es là en train de lui promettre des parts d'un truc un peu qui n'est pas fait. Lui il arrive avec des salaires mais genre mirobolants, donc c'était vraiment très angoissant. Donc à un moment à monter des projets comme ça, je me suis dit ça va jamais marcher quoi. Enfin je dépensais plus d'énergie à essayer de trouver des gens pour monter des projets et c'est hyper frustrant parce que t'as des idées, t'as l'impression qu'elles sont vraiment géniales et t'as vraiment envie de les monter. Donc à un moment je me suis allé, j'arrête, tant pis, l'entrepreneuriat c'est pas pour moi. C'est trop dur, j'ai pas un réseau de dev, j'ai pas de fonds encore, je peux pas les payer, j'arrive pas à les recruter, enfin voilà. Et en fait, tu les vois partir sur les devs, tu les vois partir sur des projets en mode putain, j'ai fait un casse-brique en Bluetooth qui communique par RFID à des caméras qui sont branchées à l'autre bout du monde, mec, c'est un truc de ouf et tout, il te monte un pingouin qui est en train de faire des allers-retours dans sa console Linux. Et toi, t'es là, genre, ah ouais, c'est ça qui te fait triper, mec. Et oui, c'est ça qui te fait triper, donc tant pis pour ton projet. Donc, j'ai mis ça de côté pendant un petit moment.
Et puis là, pendant les commerçants, pendant tout cet épisode où il y a eu les grèves, les gilets jaunes avant le Covid, je me suis dit, putain, les pauvres commerçants, faut vraiment les aider, quoi. Ils galèrent, tout le monde parle d'Amazon et tout. Je vais sortir mon appli, je vais ressortir mon appli des cartons. Je dirigeais une asso, en fait, et à un moment, je me suis dit, allez, je vais reprendre ce projet-là, j'ai envie de le faire maintenant, c'est le moment et tout. Donc, l'idée, c'était de faire, de recenser toutes les animations qui se passent dans les petits commerces et de faire un annuaire. Et comme ça, on découvre les commerces à travers les activités ludiques. On rencontre les commerçants, on rencontre les produits, c'est le moment qui est sympa et tout. Donc, cette fois, je me dis, je me lance et j'y vais. Sauf que quand j'arrive cette fois-là, je tombe sur Bubble. Et là, j'étais là, genre, non, parce que ça ne peut pas exister, tu vois. Moi, j'étais parti, on parlait de WordPress, un peu tweaké, etc., en mode, en modifiant des plugins dans le code, t'arrivais à faire un truc pas trop dégueulasse. Après, il y a Swift qui est sorti, j'avais essayé de m'y mettre. Alors, Swift, c'est le langage de programmation Apple, donc c'est hyper sexy. Tu as de la documentation. Franchement, il y a des bouquins, il y a des playgrounds pour t'exercer, faire mettre en application le langage. Sauf que tu commences à apprendre. Moi, je suis pas développeur à la base, donc tu commences à apprendre. Et 2 semaines après, tu as une mise à jour où ils sont là. Alors, il n'y a plus besoin d'utiliser le bracket maintenant. Vous pouvez déclarer votre boucle directement avec le if then. Ok, d'accord, donc tu modifies ton truc que tu viens d'apprendre il y a 2 semaines. Puis 3 semaines après, tu as une autre mise à jour en mode il n'y a plus besoin de passer par les variables temporaires maintenant pour déclarer. Il n'y a plus besoin d'utiliser Swift maintenant. Et voilà, donc tu arrives à un truc en mode il n'y a plus besoin de Swift. Donc ça avait l'air joli, mais en fait, tu es obligé de t'actualiser toutes les 2 semaines. C'est vraiment, tu as une instabilité au moment où tu apprends, c'est un truc de fou, quoi. Donc Swift, c'était pareil. Donc Bubble, quand j'ai vu ça, j'étais là genre, mais attends, c'est un truc de dingue. Donc je commence à programmer mon truc, et comme tous les gens qui développent leur idée géniale, je me mets dans l'outil, je l'apprends par cœur, je buffe plein de scénarios et tout. C'était il y a 2 ans, je fais des cours et tout. Et en fait, je tombe amoureux du produit, quoi. Et je tombe amoureux de Bubble. Et je commence à développer une tonne de features, un lecteur QR au cas où il y a des trucs et tout. Au cas où. On sait jamais qu'un jour ça tombe. Voilà. Au cas où il y a un client qui te demande la feature, franchement, elle est trop cool et tout, c'est trop stylé. Et là, je retombe en fait dans le travers que je reproche aux développeurs. Je commence limite à faire mon pingouin qui saute dans ma console en mode putain, c'est incroyable techniquement ce que tu peux faire et tout. et en fait, tu vois, donc j'apprends en même temps l'outil et tout. Et puis au bout d'un an, voilà, je sors, je vais voir des commerces, j'enrichis les trucs de Noël. Grosse période d'activité pour les commerces à Noël et tout. Donc j'enrichis. Et en fait, à un moment où je dis, voilà, les commerçants, je leur rentrais au départ toutes les activités, les animations et tout. Et au moment où je dis, faites-le vous-même parce que maintenant, je peux pas être derrière vous. Et on dit, ouais, tu sais, c'est pas. On voit l'outil, on s'inscrira, mais là, on n'a pas vraiment besoin. Puis en ce moment, avec les fêtes et tout, on n'a pas trop le temps. Et là, je me suis rendu compte que j'avais créé un produit, en fait, quand je le faisais, tout le monde trouvait ça cool, mais personne ne voulait l'utiliser. Donc là, t'as passé. Enfin, tu vois, il fallait leur expliquer, il fallait les convertir et tout. Et en fait, personne n'en avait vraiment besoin, en fait. C'était une bonne idée, tout le monde dit que c'est une bonne idée, et en fait, personne n'en avait vraiment besoin. Merci. Non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et là, tu vois, c'est très côté très condescendant où les gens te disent oui, mais est-ce que tu l'achèterais non, mais il faut que je réfléchisse. Tu vois. Est-ce que le besoin, il dépasse tout le monde est poli en fait. Les gens sont polis. Les gens sont polis. Les gens te diront toujours oui. Ouais, oui, mais du moment qu'il faut sortir la carte bleue, le billet ou quoi, là, c'est différent. Et c'est ça, et en fait, ça c'est un gros piège, c'est que heureusement que les gens sont polis, parce que si t'avais parfois, moi je manque un peu de finesse, et je le sais, tu vois, tu vas me proposer un truc, je vais te dire non, mais tu sais, ça m'intéresse pas et tout. Putain, mais c'est l'angoisse, quoi, je le dis quand t'es en face. Et en fait, j'essaie d'arrondir les angles, parce que c'est pas très sympa quand tu vas dire directement, genre, non, j'adore ton produit, mais franchement, j'aurais pas d'utilité, je vais pas l'acheter. Le pauvre créateur qu'il a avec son petit truc, tu sais, il a passé du temps dessus et tout, il se sent trop vexé. Donc, c'est possible de partir sur une piste. Ouais, des fois, ça vaut mieux. Hein. Des fois, moi, j'ai fait pareil que toi. Honnêtement, en fait, la finalité, c'est la même. Tu te dis même si tu tournes. Ouais, la frustration est la même. La frustration à la fin, c'est que tu dis que tu as perdu 4 à 6 mois. Alors, tu les as pas perdus parce que tu as appris beaucoup de choses, donc c'est ce qu'il faut garder. Mais c'est vrai que la frustration de te dire. En fait, moi, je vois des fois des gens qui ne s'arrêtent pas parce que toi, tu l'as vécu parce que tu étais créateur de ton produit. Il y a des gens qui, vu qu'ils ne créent pas leur produit eux-mêmes, finalement, tu sais, ils n'ont qu'une vision très décalée de ça. Et tu sais, ils sont toujours dans l'ignorance. Après 2 ans, ils sont en mode ah non, mais ça va marcher. Je veux dire, le marketplace du grille-pain, c'est sûr, c'est une bonne idée. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs d'applications qu'on voit où des fois, tu te dis, on peut pas juger l'idée parce que c'est très personnel, mais des fois, les gens ne se confrontent pas à la réalité et ils sont basés sur il y a X personnes qui m'ont dit que c'était bien.
J'ai demandé la question sur Facebook, j'ai eu 200 réponses. Enfin, c'est sûr, ça va marcher. Et non, c'est pas aussi facile, quoi. Ça vraiment, exactement, c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, et ça, je l'ai appris à mes dépens, et j'avais lu des trucs, mais c'était pas assez clair pour moi. L'idée, en fait, vraiment, elle sert à rien. Ça veut dire que arrête d'avoir des idées géniales, réponds à un besoin de façon géniale. C'est ça, en fait, le truc. Et là, cette semaine, j'avais un créateur qui me dit, j'ai une idée, donc comment on peut le faire en no-code et tout. Et il me dit, alors par contre, moi, mon idée, elle est vraiment géniale, c'est vraiment disruptif, etc. Donc, il m'explique. Et il me dit, alors moi, par contre, je suis pas du tout l'utilisateur de mon idée. J'ai fait un truc, c'était pas pour moi. Non, c'était pas pour moi. Ça va être difficile de mener ton projet si tu n'es pas l'utilisateur de ton idée. Et ça, tu vois, c'est un travers. Et vraiment, c'est vraiment une leçon. Et pour tous ceux qui se lancent, en fait, et c'est pour ça qu'après, j'ai lancé Coach MVP, c'est que réponds à un besoin. Et franchement, si c'est aussi ton besoin, tu vas aller plus vite, plus loin. Tu peux avoir une idée géniale, hein, mais à la longue, c'est difficile. Et moi, je l'ai vu pour les petits commerces, d'aller convaincre des gens quand ça part pas de leurs vrais besoins. Voilà. C'est eat your own dog food. Hein. C'est ça l'expression, c'est exactement ça. Bubble disait, avant de donner de la leçon aux autres, aidez-vous, utilisez votre propre application et vous comprenez déjà beaucoup de choses. C'est exactement c'est ce qu'ils font. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme élément parce que parfois, voilà, le rich text input, je sais pas s'ils l'utilisent. Allez, on remet un coup là. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais voilà. D'ailleurs, ils l'utilisent pas hein, dans leur truc de texte enrichi, c'est l'ancien, Legacy. Mais c'est exactement ça. Donc, moi, je suis tombé dans le travers des créateurs. Et après, j'avais fait ça. Le confinement arrive pour mettre la petite couche en plus en mode les commerces fermés, plus d'animation jusqu'à nouvel ordre. Et là, ça faisait un an que je bûchais comme ça, enfermé, à faire mon appli et tout, à geeker. Et là, ça a été un peu le coup de grâce. Je me suis dit, ouais, en fait, les commerçants, bon, ils arrivent déjà pas, il n'y a pas d'achat, tu vois, systématique, l'idée est bonne, mais en fait, personne ne l'achète. Qu'est-ce que je fais? Et on est venu me voir en disant, écoute, tu pourrais me montrer ce que j'aimerais bien faire mon appli sur Bubble, etc. Donc, la première cliente, et je me suis dit, pourquoi pas le faire, en fait. Et là, en fait, j'ai pris plaisir à développer pour les autres, à expliquer et à faire un peu de dépanne. Et puis, j'avais, on va dire, accumulé un certain nombre de petites astuces pendant tout ce temps-là, parce que Bubble, en fait, aujourd'hui, je te dirais pas que je suis un expert. C'est faux, quoi, tu vois. Et dans mes titres, je mets CTO no code et tout, mais être un expert sur Bubble, c'est quand même assez ambitieux parce que c'est vraiment un puits sans fond. En fait, t'as jamais fini. T'apprends un truc. J'avais vu, je sais plus, c'était sur le Slack, on a dû le voir le même, mais le Slack no code. Tu passes un volet en fait, et tu te rends compte que en fait, t'as validé un niveau d'expertise, et qu'une fois que tu l'as validé, tu te rends compte qu'il y a maintenant, tu sais faire un certain nombre de trucs, et qu'il y a un nouveau niveau avec des nouveaux monstres, avec des nouveaux mécanismes, un nouvel univers qui apparaît. Et ça, en fait, un certain nombre de fois à la suite, quand tu débloques un niveau, en fait, t'en as un autre avec Bubble. Donc, en fait, t'arrêtes pas de courir, quoi. C'est juste des trucs que tu sais mieux faire, que tu optimises et tout. Et donc, je voulais les partager aujourd'hui parce que c'est des trucs que j'aurais bien aimé avoir, moi, à l'époque. C'est des petites astuces, donc c'est un peu difficile à présenter, à mettre en valeur, mais il y a plein de dépannages, tu vois. Je le montre en direct parce que c'est vraiment, moi, un truc que je trouve hyper qualitatif. Est-ce qu'on peut le montrer en direct? De toute façon, là, c'est un Substack, donc c'est là où tu montres un petit peu tout. La boîte, c'est Coach MVP. Et ce qui est dingue, genre, c'est juste pour voir le niveau, ce qui est très intéressant. Alors, peut-être tu peux commenter finalement comment tu fais tes newsletters, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a à la fois du contenu sur des tips Bubble, à la fois sur de la conception, à la fois sur du design. Enfin, c'est hyper riche. C'est hyper complet. Diversifié, je trouve. C'est adorable. Merci, ouais. Bah, il y a même des images de châteaux. C'est génial. Ouais, c'est important quand même, parce que sinon, si je mange que du Bubble, à bout d'un moment, c'est un peu pénible. Mais le but, c'est de donner des connaissances pour être un peu, je dirais, full stack, quoi. Alors, on n'attaque pas des trucs très avancés. Je m'adresse plutôt à la personne qui lance son projet, qui a envie de créer et de varier ses sources de connaissances dans la même newsletter. Donc, il y a des niveaux. On va parler d'architecture de données, on va parler de petits tips. On va montrer des inspirations graphiques. Voilà, je prends des inspirations, une desktop et une mobile, en fait, par semaine, plus un mini-cours qui est issu d'Instagram, par exemple, pour avoir des bases sur les polices, le choix des polices, le negative space, les couleurs. Parce que, en fait, sur Bubble, comme on a la puissance dans la même personne,
on peut faire son graphisme, on peut faire sa base de données, on peut faire ses mécanismes. Et là, là, c'est le début, c'est la 7e édition, et demain, il y a le 8e qui sort, le 8e numéro, mais il y a beaucoup à dire parce que quand on est développeur Bubble, on doit connaître plein de trucs, en fait. Et ça, c'est vraiment une nouveauté avec Bubble, c'est qu'il faut toucher à tout. Donc, l'idée, c'est de vous donner des tips, en fait, pour avoir une vision d'ensemble sur tout, et surtout savoir qu'il y a certains trucs qui existent. Par exemple, les performances. Ah, il y a un onglet sur les performances. En fait, on peut retrouver la charge. Bah oui, son serveur, il a une certaine charge. On peut compter les nombres de workflows, savoir si on atteint son palier ou si on a encore de la marge. Voilà, donc c'est aider à parcourir toute la richesse de Bubble. C'est un outil que j'adore. Je pense que Thibaut, Victor, on partage quand même la même passion. On râle parfois contre l'outil, mais c'est un truc de fou, Bubble. En fait, pour moi, c'est WordPress. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quoi? Il y a 65% des sites mondiaux qui tournent sur WordPress. C'est énorme. Et pour moi, demain, Bubble, c'est autant de plateformes qui tourneront dessus. Alors, si tu veux faire de l'intelligence artificielle, si tu veux développer des trucs un peu costauds et tout, tu programmeras, en fait, en vrai. Mais enfin, en dur. Il y a déjà des intelligences artificielles no-code, comme Plétarion ou GPT-3, par exemple. Ouais, tu peux. Enfin, que tu peux utiliser en no-code, mais qui ne sont pas programmés avec Bubble, quoi. Ouais. Tu vois? Et pour moi, c'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment donner au porteur de projet, d'idée, le pouvoir de faire son appli, en lui montrant plein de connaissances. Et surtout, là, c'est un peu là-dessus que ça va monter en puissance dans les prochaines semaines, c'est arriver avec plus de conseils sur monter ton MVP. Là, je vais beaucoup parler de Bubble. J'ai un petit souci de positionnement parce que coach MVP, en fait, on parle beaucoup de Bubble, mais ça fait en même temps à faire ton MVP, mais il n'y a pas que ça. Il faut que j'injecte un peu plus de tips sur la construction même de MVP et des questions. Donc, c'est pour ça que j'ai introduit les illustrations, les mèmes et des petites illustrations qui permettent de discuter d'un point sur le MVP. Et après, voilà, donc on me contacte, vous m'envoyez des mails, j'ai des petits contacts sur LinkedIn où en fait, vous parlez de votre projet, j'adore, c'est l'occasion de discuter, de parler des schémas de données. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de partager autour de Bubble et de vous donner des idées. Aujourd'hui, comment finalement tu fais ta veille? Parce que c'est ça qui est intéressant, parce que vu que c'est hyper riche en différents domaines, comment tu dis, ah ça, ce serait pertinent parce que tout le monde ne le sait pas? Parce que dans ton truc, ce qui est fort, dans ta newsletter, ce qui est fort, c'est d'arriver à te mettre à la place des personnes qui démarrent, qui ne savent pas. Qui ne savent pas. Et je suis pas d'accord en disant que c'est que débutants. Pour moi, il y a débutants et même intermédiaires parce qu'il y a des choses qu'on oublie en fait. Ou tu sais, ou des petits tips qui sont à mon avis sur un truc tout bête, comme tu dis, le fait d'un petit tip de transformer le link en texte pour garder les propriétés du link. Ça, c'est des choses où ça, moi, je l'ignorais. Donc même avec des niveaux où on n'est pas expert, peut-être Victor, gros niveau pour le coup. Et je considère par rapport à la somme des projets et la folie des projets effectués, je dirais plus moi pour ça, pour le côté expert. Mais ce que je trouve dingue, c'est qu'effectivement, tu as des trucs où faut vraiment l'avoir cherché, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est simple à lire, c'est accessible, je trouve ça super accessible. Et quand tu le lis, c'est pas c'est pas du charabia Bubble. Tu le lis, c'est agréable à lire, c'est marrant. Il y a des blagues de temps en temps que tu lis, j'ai vu. C'est agréable, c'est pas juste du tuto, quoi. C'est ça qui est bien. Merci pour le feedback, c'est trop cool. C'est l'idée, en fait. Donc, je suis content que vous le perceviez parce que c'est vraiment le ton que j'ai envie de donner à cette newsletter. Pas un truc rébarbatif, justement, sortir du côté ingé Bubble où c'est, tu vois leur tuto, c'est moche, ils sont durs, hein, quoi. Bubble, c'est vrai qu'il y a une culture d'ingénieur là-bas qui est très forte. Donc là, c'est le côté, on va rendre un peu ça fun. Et tu vois, Thibaut, je pense que Victor aussi, du coup, quand tu enseignes, il y a un truc qui est difficile. C'est pour ça me fait plaisir si tu me dis c'est accessible pour tout le monde. C'est de se souvenir de ce que tu ne savais pas quand tu as commencé. Ouais. Et ça, en fait, tu vois, parfois, il y a des tips. Je me dis, tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, tu as bûché ton truc, c'est un truc que tu utilises tout le temps. Et en fait, tu t'aperçois que non. Et il y a des gens qui t'écrivent en disant, putain, c'est super intelligent ce truc-là, je ne savais pas, je me disais ce truc. Et tu es là, genre, ah bon, d'accord. Et ça, c'est, je trouve, je ne sais pas pour toi, Thibaut, mais c'est extrêmement dur, en fait, de te remettre dans la place de la personne qui vient de découvrir Bubble, qui n'a pas forcément une culture de base de données, qui n'a pas forcément, tu vois, une culture de qu'est-ce que c'est le web, comment ça s'articule, c'est quoi un workflow, tu vois, et surtout quand tu complexifies, il y a un gros point,
c'est la différence entre les éléments et les objets, et notamment les custom states. Mais tu sais que tu es obligé à un moment, en sachant, tu es obligé de vulgariser quelques éléments. Et tu le sais que tu vulgarises quand tu as passé un certain niveau parce que tu sais ce que tu dis est forcément légèrement faux, techniquement parlant. Mais tu es obligé de le dire parce que tu peux pas prendre le pas sur quelque chose que tu devras annoncer plus tard dans la formation. Et du coup, tu es obligé un petit peu de dire des choses qui vont se retrouver fausses à un moment. Mais parce que expliquer un custom state en début de formation sur Bubble, c'est très complexe parce que c'est une data temporaire et que c'est pas utilisé que pour ça. Et il y a plein de choses par rapport à ça qui, les gens en face, par exemple, la conception de la base de données. Tu vois, rien que ça, pour comprendre et expliquer des choses qui seront dans les relationnels, dans les listes ou quoi, même un option set, si c'est du, tu sais, t'imagines, à la fin de ta formation, tu dis, voilà, l'option set, c'est pour les trucs qui sont fixes, la database, c'est pour les trucs qui sont plutôt dynamiques, etc. Et à la fin, une technique pour scale, c'est d'utiliser beaucoup plus les option sets. Enfin, les mecs, ils pètent les plombs parce qu'ils comprennent plus ce que tu veux dire. Et tu leur dis, mais en fait, cette éducation-là, c'est une éducation dite d'informatique où tout bouge très souvent. Ouais. Et ça, on s'aperçoit que les connaissances par rapport à ce niveau-là, ben en fait, les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens sont très habitués à quelque chose qui est cadré et qui est théorique et fixe, qui n'évolue pas. Alors que nous, c'est que des sciences qui évoluent, ou en tout cas des sciences, ou en tout cas des langages qui évoluent en fonction de l'outil, en fonction du contexte de l'outil. Et aujourd'hui, ce qui va être dit à un moment aujourd'hui sur Bubble ne sera peut-être plus vrai dans un an. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, quand tu me dis ça, je me dis qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui savent. Enfin, nous, on a la culture de bidouiller. Tu vois, on a commencé dans le web. Je pense que toi, tu nous intéressais aussi à trifouiller les trucs, à faire un peu d'HTML, de CSS. Et en fait, ce que Bubble te donne, c'est les coulisses de la construction d'un site. Mais c'était une question avant que Bubble arrive où beaucoup de personnes n'avaient pas à s'en préoccuper, quoi. Le nombre de personnes qui disent, il faut juste mettre un bouton, tu vois, et qui te venaient des cahiers des charges en mode, bon, c'est bon, c'est un truc de recherche, ça va, ça prend 5 minutes. Et qui n'avaient pas la connaissance et qui se la posaient jamais parce que c'était réservé à une sphère, en fait, de développeurs, tu vois, que tu voyais jamais, des gens qui sortaient le site, mais tu te rendais pas compte de la complexité. Et aujourd'hui, ça devient accessible, en fait. Tu te retrouves face à ton truc parce qu'on t'a dit, c'est la seule solution de monter ton projet si tu n'as pas beaucoup de budget et que tu as un petit peu de temps. Donc, tu vas t'y mettre. Et là, d'un coup, tu deviens un peu humble. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'est compliqué. Parce que tu n'avais jamais touché les coulisses du web. Pour toi, c'est systématique. Un bouton qui charge un champ, qui fait une recherche quand tu mets un texte dedans. Mais dès que tu arrives dans les coulisses, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas simple, quoi. Comment tu analyses ta zone de recherche? Tu prends tout le mot, tu le décomposes en keywords et tu recherches après. Et ça, c'est génial. Et Bubble, c'est vrai que tu te retrouves avec plein de questions que des gens n'ont jamais posées parce qu'ils ne se sont jamais posé les questions. Et je suis d'accord avec toi, en fait. Parfois, en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que tu dois dire des trucs. Quand tu dis des erreurs, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est tu dois volontairement masquer des sujets, leur faire des erreurs pour qu'ils comprennent. Parce que si tu arrives en voulant tout mettre en même temps, et moi, c'était mon travers au début, j'étais là, genre, je vais tout te montrer. Donc, je vais tout expliquer. Et en fait, la personne est complètement perdue, quoi. Parce qu'il faut monter en grade, quoi. Et il faut déconstruire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est difficile d'apprendre sur le projet que tu fabriques, parce que tu calques sur les projets que tu fabriques toutes tes erreurs d'apprentissage. Tu vois, tu commences et en fait, après, tu es obligé de refaire toute ta base parce que tu étais parti avec les mauvais trucs. Et tu vois, et juste la logique de la base de données. Tu vois, c'est ce que tu viens de dire. C'est rien que la logique de la base qui soit aussi mouvante. Les gens ont beaucoup de mal à l'expliquer parce qu'on se rapproche du code. En fait, les gens pensent que le no-code, c'est vraiment un truc qui est totalement opposé. Alors qu'on leur dit, en fait, c'est au contraire. C'est du code, mais c'est du code facilité, mais ça reste du code. C'est exactement des logiques qui sont très, très proches. Alors certes, c'est beaucoup plus facile à aborder, mais ça reste du code et ça utilise la puissance du code qui est justement la capacité à créer des applications et des choses complexes, quoi. Après, je pense que pour revenir à ce que tu disais aussi, tu demandais comment tu restes informé, entre guillemets, comment tu te rappelles de ce que tu ne savais pas quand tu commences. Je pense que le fait que, surtout pour toi, Thibaut, et sûrement pour toi, Charles, vous avez constamment été dans l'apprentissage par d'autres personnes, apprendre à d'autres personnes. Vous pouvez toujours mesurer par rapport à des débutants. Vous pouvez vous confronter à ce que les débutants ne savent pas. Je pense que quelqu'un qui commence Bubble, par exemple, dans son coin tout seul et qui reste tout seul dans son coin, à la fin, il n'a plus vraiment la notion de ce qu'il ne savait plus au début. Parce qu'il ne se confronte pas aux débutants, forcément. Et d'ailleurs, même plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir à quel niveau tu te places en Bubble. Les gens n'arrivent pas à savoir est-ce que je suis bon, est-ce que je ne suis pas bon, qu'est-ce que je maîtrise. Parce que c'est des choses auxquelles tu n'as pas besoin de toucher. Tu vois, il y a des choses, les API.
Ouais. Non, mais c'est vrai, quand je t'ai rencontré, j'ai appris beaucoup plus de choses parce que. Non, mais dans le sens où quand tu m'as contacté moi, je pensais que j'avais fait quelques applis dans mon coin tout seul. Ah oui. J'avais aucune idée d'avoir un niveau sur Bubble. Je pensais que tu étais nul, effectivement. C'était marrant. Je pensais pas que j'étais nul, mais je pensais juste que. J'étais juste un mec parmi des milliers, tu sais, qui. C'est vrai. Mais sinon, j'aurais une question pour toi, Charles. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de conseils pour d'autres personnes. Est-ce que tu fais aussi du développement pour des clients ou pour Ouais, j'en fais en fait, parce que je trouve que c'est vertueux de tout faire, tu vois, d'apprendre. En fait, sur Bubble, il y a un truc, c'est vrai que je dis que c'est vraiment un puissant fond, c'est que tant que tu n'as pas été confronté à un scénario, il y a plein de trucs que tu fais pas, tu vois, tant que tu n'es pas confronté au scénario. Au final, c'est même pas tant savoir utiliser l'outil, c'est plus de la logique. Souvent, on a même demandé est-ce que c'est dur Bubble. Finalement, Bubble en soi n'est pas dur, mais la logique qui est derrière, la logique de trouver comment tu vas dire à Bubble de faire par exemple ce que tu as envie, ce que tu as en tête, c'est ça plutôt qui va être. En fait, c'est exactement ça. C'est les scénarios que tu vas devoir mettre en application. Potentiellement, tu peux tout faire avec Bubble, quasiment tout, tu vois. Donc, soit tu les as pratiqués et tu les as poncés. Ce que j'avais commencé à faire quand j'ai appris Bubble, je vais faire tout. Je vais faire un cloud de Netflix, je vais faire un Facebook, je vais faire un Twitter et tout. En fait, tu vas passer 1 an de ta vie, voire 2 ans, à faire tous les cas possibles. Et ça va pas te rémunérer, tu vois. Alors bon, si t'es rentier, c'est très bien, t'as le temps, voilà, tu peux te permettre de passer 1 an à poncer tous les trucs que tu vas jamais vendre, ou t'en fais des templates, je sais pas, mais pour apprendre parfaitement, à un moment, il faut se lancer, tu vois. Et pour moi, le socle commun, il est dans la connaissance des petits mécanismes que tu vas devoir activer en fonction du projet. Et parfois, tu vas t'adapter. C'est ça qui est difficile avec Bubble, c'est que tu as un schéma de base qui va bien fonctionner parce que, par exemple, le client n'a pas besoin de faire une partie poussée sur la gestion de la structure commerciale, voilà. Et du coup, en fait, tu vas pas avoir besoin d'un truc un peu compliqué que tu étais obligé de gérer dans un projet précédent parce que c'est un point central. Et toute ta base, elle est facilitée, tu vois. En fait, et ça, c'est... Enfin, chaque projet est différent. C'est pour ça que, bon, je t'avouerais, tout ce qui est Canva et tout, j'étais allé voir la première fois. Et en fait, c'est trop standardisé. J'avais commencé à toucher et tout. Et t'es obligé de tout redéconstruire. Il y a plein de trucs dont on ne se sert pas. Et moi, c'est une angoisse pour moi d'avoir des éléments. En fait, d'enlever des éléments qui ne servent pas, je trouve ça plus stressant que de construire les éléments dont tu as besoin. Tu vois, il y en a partout, je panique littéralement. Donc, c'est pour ça que je préfère commencer sur une page blanche et structurer au fur et à mesure pour rien oublier. Et en fait, voilà, c'est pour ça que coacher MVP, c'est aussi ça, c'est de quelle brique tu as besoin pour appréhender à peu près tous les cas. Et là, on m'a demandé, tu vois, des tutos un peu plus fouillés sur les briques, justement sur les briques en mode comment tu fais une validation d'adresse, par exemple, email, autorisée ou pas sur les domaines. Ça, c'est une brique. Et en fait, tant que tu n'as pas été confronté au cas, je pense que tu peux tout faire. Ouais. T'as pas idée que ça existe. Exactement, ouais, exactement. Et après, voilà, c'est vrai que je passe, dans Coach MVP, il y a aussi ça, c'est que j'adore le côté, comment dire, pour moi, Bubble, je trouve que c'est génial quand la personne qui porte le projet, elle est capable de faire un arbitrage. Et je le guide vers l'arbitrage. C'est-à-dire que tu peux utiliser des plugins très compliqués qui ne sont pas forcément fiables parce que le visuel est bon, mais ce que je préfère, c'est dire quelle fonctionnalité, en fait, vous voulez faire. Et cette fonctionnalité, est-ce qu'avec le module original, Bubble, on ne peut pas la faire, en fait. Et en MVP, ce que tu vas valider, ce n'est pas tant un graphisme que est-ce que ça permet de faire cette feature, tu vois. Et quand tu travailles comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus fluide avec le client. Il sait qu'il va composer, il ne s'attend pas à un truc pixel perfect comme il l'a pensé. Donc, Et donc, du coup, juste pour revenir à la question, donc tu dis que tu développes parfois pour des clients. Et j'ai remarqué il y a quelques semaines de ça, en discutant avec pas mal de freelances, parce qu'au final, ton parcours, il est assez classique comme le mien. C'est tu as beaucoup d'idées, tu réalises tes idées avec Bubble et au final, tu tombes amoureux de l'outil et tu passes en freelance sur l'outil. Et j'ai remarqué il y a quelques semaines que beaucoup de freelance avaient ce retour d'expérience qu'au bout d'un moment, ils passaient freelance, ils faisaient des projets pour des personnes, pour des clients, et qu'à un moment, ils se posent la question, mais au final, tiens, je suis en train de faire des projets pour des gens, je suis en train de passer mes journées à bosser pour des projets pour certaines personnes, et moi, mes projets, je les ai laissés tomber, et moi, je travaille plus sur mes projets, et il y a une frustration, j'ai remarqué une frustration sur beaucoup de pas mal de freelance sur cette problématique, et je voulais savoir, est-ce que tu t'étais déjà confronté à cette idée? Est-ce que tu t'étais déjà… voilà. C'est intéressant ce que tu dis.
J'ai pas eu cet écho parce que moi, dans ceux que j'ai rencontrés, c'est plutôt des gens qui ont bossé sur leur projet et qui ont, en fait, au bout d'un moment, lâché leur projet. Et c'est ce qui, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé. Et moi, tu vois, je connais plutôt l'autre cas, donc c'est super intéressant ce que tu dis. Dans l'autre cas, c'est la magie, en fait, d'un jour de pouvoir, comment dire, créer un truc que tu ne pouvais pas faire parce que tu étais dépendant de personnes et que soit tu n'avais pas le budget, soit tu n'arrivais pas à recruter. Il faut quand même un sacré charisme pour réussir à recruter un développeur qui est courtisé par des organismes qui le payent cash, etc. Et sur une technologie sur laquelle il va s'éclater. Il faut qu'il croie dans ton projet, il faut qu'il croie dans ta personnalité, il faut qu'il ait du temps. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et là, tu vois, moi j'ai vu beaucoup de gens qui commençaient avec leur projet. Et tu dis, c'est magique, tu vois. Et moi, c'était mon projet que j'avais pendant mes années d'études. Je me suis dit, je vais le faire. Et en fait, je l'ai fait. Et tu vois, c'est un peu comme quand tu as soulevé un fantasme, tu vois. Tu l'as fait, bon, bah, c'est cool. Mais en fait, c'est pas si. Bon, voilà, quoi. Ouais, c'était bien, quoi. Mais en fait, on a tellement rêvé que quand tu tombes sur ton truc, tu es là, genre, ouais, bon, bah, ok, voilà, j'ai mon projet. Moi, j'ai fait sortir mon site. Et maintenant, quoi, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui était bien, c'est que ça m'avait permis d'appliquer un truc plutôt que d'en rêver pendant encore des années en mode j'avais un projet, vous savez, j'ai jamais pu le faire, j'ai pas trouvé de développeur et tout. Je l'ai fait, tu vois. C'était pas super en fait, mais j'ai appris plein de trucs. Et du coup, moi j'en ai croisé beaucoup des développeurs comme ça qui en fait se mettaient à faire du freelance parce qu'une fois qu'ils avaient appris Bubble pour un truc, je me suis dit, bref, est-ce que ça m'intéresse vraiment, tu vois, maintenant que j'ai réalisé mon rêve. Ouais. Et toutes les applications ne fonctionnent pas parce que, et c'est vrai que, tu vois, maintenant, je parle pas mal sur le MVP. Je dis, mais vos applications, tu vois, vous avez pensé à votre marché et tout? Et il y en a encore beaucoup qui sont en train de développer leur idée, tu vois. Donc, il n'y a pas de marché en face, tu galères, et puis à un moment, tu peux plus manger. Tu peux plus manger. C'est vrai, il y a une. Tout simplement. Voilà, l'emploi, voilà. Et ouais, et puis tu vois, en fait, Victor, je pense qu'il va y avoir toute une vague en fait de développement. C'est-à-dire que Bubble, tu vois, il y a 2 ans, voilà, on commençait à en parler, mais il n'y avait pas de ressources, etc. Toi, tu étais où, toi, il y a 2 ans? Tu commençais un petit peu, je crois que tu avais des tutos, non? Il y avait peut-être des petites vidéos. Moi Ah oui, j'avais déjà fait quelques tutos. Nous, on a commencé officieusement il y a 2 ans. En fait, officiellement, non, 1 an et demi. On avait fait nos premiers tutos, c'était pas forcément sur Bubble. Par contre, ouais, c'était en février 2019 où je me suis lancé, c'était en fin d'année 2018 plutôt, et j'avais créé ma première interface. J'ai appris tout seul, et en février 2019, j'avais ma toute première itération toute pourrie de ma première application qui n'était pas Auto. Auto est arrivé 6 mois plus tard, mais non, c'est là où j'ai appris tous les démarrages. Donc pour moi, c'était au balbutiement. Et d'ailleurs, j'ai appris de la très très mauvaise façon. Je pense que j'ai appris la pire des façons. J'ai appris. Non, mais j'ai commencé sur mon projet et j'étais tellement buté sur mon projet que j'ai oublié des logiques, j'ai oublié des sujets importants, j'ai oublié des trucs tout bêtes. J'ai appris sur le tas et j'ai pris. Non, mais si, c'est. Non. Alors, je suis d'accord que c'est une façon de faire, mais le problème, c'est que quand tu as de l'ego sur le projet que tu fais, tu en oublies que tu dois apprendre pour faire correctement. Oui. Et soit tu prends beaucoup de temps pour le faire en ayant quelque chose de parfait, mais tu peux pas parce que tu n'as pas le bon chemin. Moi, j'avais pas de chemin, j'avais pas de formation parce que je voulais pas le faire comme ça. Enfin, en tout cas, j'avais pas la thune à l'époque. Voilà. Soit effectivement, tu as un recours pédagogique qui te permet de savoir que même si, en fait, tu sais que tu as une limite et tu sais que même si tu ne suis pas la formation, tu sais où ça va. C'est-à-dire que tu sais que tu as des mecs qui sont très bons, etc. Moi, j'étais sur un terrain où il y avait que 0 code et encore pas grand-chose. Il y avait MakerPad, mais c'était pas détaillé. Enfin, j'avais pas grand-chose pour m'inspirer et je connaissais pas des mecs qui étaient bouillants à part Lucien. Mais Lucien, il bossait déjà pour RDF. C'était un niveau qui, pour moi, était stratosphérique. Maintenant, je comprends, mais avant, il me parlait de trucs où, je te jure, des fois, s'il écoute cette émission, je ne suis pas sûr que… Mais il y a des fois où je comprenais pas ce qu'il m'expliquait et j'avais peur de passer pour un con. Mais tu sais, parce que quand tu regardes sur une plateforme no code, les gens, ils s'attendent que tu sois à un niveau excellent sur Bubble. Et moi, ce que je leur disais, c'est non. C'est que moi, je suis à un niveau où je peux me démerder. Mais ce que j'enseigne, c'est le niveau que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que certains tutos sont très bas et qu'aujourd'hui, j'essaie de me forcer à retrouver les premiers niveaux que j'avais. C'est pour bien que les gens comprennent, en fait, ce que c'était. Ouais, je comprends très bien, ouais. Mais tu vois, bah, il y a 2 ans, il y avait pas de ressources, en fait, francophones, et tu as raison, il y avait 0 code, coaching no code, etc. Mais pas grand-chose. Et je pense qu'il y a toute une vague de créateurs qui s'est lancé sur son appli en découvrant ça, qui a commencé à lancer.
qui est dans la phase, tu vois, il y a 2 ans, 1 an avec le confinement, où bah, là, ils ont terminé de faire le tour de l'outil. Et je pense qu'on va commencer peut-être à les voir arriver sur le marché des freelances en mode écoute, mon outil n'a pas fonctionné, par contre, ça m'intéresse. Et c'est ce que je me suis dit, en fait, maintenant, l'outil, je le connais, ça m'éclate vraiment, mon projet n'a pas fonctionné, j'ai envie d'aider les autres. Parce que c'est ça que j'adore, en fait. Moi, c'est les projets, j'adore aider à faire des projets, interroger sur les fonctionnalités, comme j'ai une approche aussi commerce, en fait. C'est est-ce que tu vois, trouver ton marché, trouver les features, te rémunérer, c'est assez paradoxal, mais finalement, c'est cordonnier mal chaussé, tu vois. Il a pas de site. Il a même pas de site. Coach MVP, il n'y a pas de site. Tu passes directement sur la newsletter. Ça, tu vois, alors ça peut paraître, tu vois, quand tu vois ça, tu dis il n'y a pas de site. C'est un aboutissement de 2 ans de travail pour commencer par délivrer un produit. Et ça a été vraiment, tu vois, ça s'est fait progressivement, ce raisonnement, en disant tu as envie de dire un truc, commence par trouver ton marché, est-ce que ça intéresse des gens, etc. Aujourd'hui, on est 250, tu vois, à la suivre. C'est que du bubble francophone. Donc, c'est quand même... C'est une niche, ouais. C'est une niche, mais j'étais surpris. Putain, c'est beaucoup. On est en fait pas mal à s'intéresser là-dessus. Et en fait, c'était vraiment du raisonnement en disant, commence par proposer ton produit et après, tu feras ton site. Parce qu'avant, j'étais perfectionniste. Tu vois, on est nombreux comme ça. On va faire un site, on va le chiader, le discours, genre les plaquettes, les photos, etc. Mon premier site, j'ai quand même acheté des photos sur un truc de stock. Tu vois, ça m'a coûté 50 € parce que j'étais là, genre, ouais, on voit pas, c'est le commerçant. Là. Non, c'est mieux. Mec, on s'en fout, t'as pas de clients, je veux dire, c'est pas la bannière qui va faire que tu vas transformer plus, parfois si, mais bon, pas là. Et tu vois, et donc là, mon défi, c'était de réussir à sortir le produit et après d'itérer, de le changer. J'ai rajouté des rubriques. En fait, là, on me demande de rajouter des petits trucs, de peut-être faire des petits tutos un peu plus longs, etc. Et j'ai réussi. J'ai réussi à pas faire de landing page. C'est un vrai effort. C'est un vrai effort pour un mec comme moi de pas faire de landing page. Mais moi, j'avais des questions par rapport à finalement les projets que tu m'avais dit à un moment, le projet avec les professeurs. Du coup, ça en est où? C'est ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours en ligne ou pas? Ouais, c'est toujours en ligne en fait. La réserve pédagogique.com, c'est toujours en ligne. Et en fait, c'était un peu une déception parce que c'était un projet que j'ai commencé pendant le confinement avec un professeur. L'idée, c'était de partager des ressources pour les professeurs de primaire, en fait, voilà, qui ont besoin de plein d'exercices différents pour parler des maths, par exemple. Et ben, en fait, ils ont besoin de les varier de plein de sortes possibles pour que les enfants se lassent pas, voilà, autour d'un même apprentissage. Donc, il y a un besoin de renouveler sans cesse les ressources d'explication. Et en fait, lui, je lui ai fait son site sur Bubble, j'étais associé, j'étais son site no code, et en fait, il a disparu dans la nature. Voilà. En fait, plus simplement, il a une rentrée, il a une rentrée vraiment compliquée avec le Covid, etc. Et il m'a dit, en fait, je vais pas pouvoir continuer à être important sur le projet, quoi. J'ai trop de trucs à préparer. Donc, moi, j'ai sorti le site est fonctionnel, il y a des utilisateurs dessus, il y a des ressources, on partage et tout. Mais voilà, quoi, je suis pas prof et c'est un milieu un peu particulier, donc moi seul, je peux pas le développer. D'ailleurs, s'il y a un professeur qui nous regarde, un professeur des écoles et qui a envie qu'on reprenne ce concept-là pour le faire vivre et le développer, je suis chaud. Et tu as été embauché derrière, notamment parce que finalement, c'est ça. Alors, c'est ça qui a été, tu as été CTO no-code après, parce que j'étais sur une mission finalement que je t'avais passée, finalement, vous avez négocié et tu m'as dit, je t'ai embauché chez eux. Enfin, il y a eu cette aventure-là aussi. Ouais, il y a eu cette aventure-là. Entre les deux, j'ai donné des cours et en fait, j'ai aussi bossé pour une cliente qui a fait un super projet dans la formation, qui voulait apprendre au départ, qui s'est rendu compte qu'elle n'arriverait pas à se développer commercialement, une solopreneur, et faire son site en même temps. Et je lui ai dit, tu sais, moi j'ai un super site sur labonnecourse.fr, j'ai plus personne dessus qui vient dessus, donc un beau site sans client, ça sert à rien. Donc j'ai bossé après pour cette boîte dans la formation. Et en fait, je me suis dit, ça me plaît pas forcément parce que en fait, tu bosses beaucoup en tant que CTO, tu développes en Bubble, ça m'éclate, mais tu as vraiment besoin de te former en plus, de partager des trucs, et c'est vrai que t'étais pas satisfaisant, tu vois, je m'épanouissais pas, quoi. Donc en fait, après, j'ai ma cliente qui m'a dit, écoute, j'ai décroché grâce au MVP que j'ai fait un grand compte. Est-ce que tu peux m'aider à développer la V2? Donc en fait, ça coïncidait. J'ai dit, écoute, je
je vais t'aider à développer la V2. Et donc, ça, c'est à travers l'activité de CTO No Code, où en fait, justement, je vais aider les solopreneurs. Je renforce leur équipe en faisant des interviews avec eux, en fait. Donc, quand ils sont avec un client, je suis avec eux, je me présente comme leur CTO, et ça me permet, en fait, d'éviter comment dire, la retranscription de ce qui s'est dit en entretien. Je capte directement ce que le client veut, je le transforme en fait en produit, etc., en feature, et comme ça, j'interagis directement avec lui. Et j'ai les retours, en fait, directs. Donc, c'est très rapide pour le CEO, et pour le client, en fait, ça permet d'avoir une discussion qui est fluide et de renforcer surtout l'équipe en mettant, en fait, un CTO dans l'équipe plutôt que d'avoir juste le porteur de projet. Ça, en tant que freelance. En tant que freelance, du coup. Ouais, c'est ça, en tant que freelance. Donc c'était, en fait, c'est super intéressant, il y a un vrai modèle, et du coup, en fait, de fil en aiguille, on m'a demandé de le faire. Puis à un moment, je me suis retrouvé avec mes astuces aussi. Je me suis dit, putain, faut que je les partage, parce qu'en fait, ça fait pas 2 ans que j'ai mes astuces, mais un tout petit peu moins, où j'ai commencé à noter en mode, putain, il y a des trucs en fait qui sont pratiques. Et je me suis rendu compte que ce que je m'étais noté, pour moi, ça pouvait peut-être être partagé, tu vois. Mais il y a des trucs, en fait, c'est un format un peu brut, genre penser, RG, tac, faire ça. Bon, si tu veux leur expliquer, il faut le détailler, tu vois. Je vois à quoi ça fait référence, mais il faut le réécrire, il faut mettre des petits screens, il faut faire des gifs, enfin, tout le taf, quoi. Faut le rendre lisible, quoi. Faut le rendre agréable. Ouais, parce que je pourrais faire un truc rapide en disant, tiens, débrouille-toi et relis-moi, mais c'est vraiment pas relisible en l'état. Donc voilà, c'est tout ça, en fait, un peu accumulé que j'avais envie de partager, parce qu'il y a plein de trucs, en fait, où tu n'as pas de quoi en faire un tuto, tu vois, mais l'enseignement, et je te l'avais dit, Thibaut, ça m'intéresse vraiment. Moi, c'est une problématique, la transmission, et j'aurais aimé me voir, tu vois, il y a 2 ans, pour me dire, mec, déjà, tu te trompes là, ton truc de MVP, là, ça va pas du tout. Et surtout, m'apprendre des trucs, en fait, qui t'ont grave gagné du temps, tu vois. Et moi, il y a 2 ans, tu as dû faire exactement la même chose. Tu te retrouves avec plein de ressources, tu en as partout, et tu sais pas laquelle est bonne, laquelle est fausse, celui qui est fait un peu avec sa sauce, celui qui ça marche dans son cas mais pas dans le tien. Et c'était long, en fait. J'ai vraiment perdu du temps, moi. Et ce que tu proposes en format bootcamp, c'est bien, parce que moi, je crois beaucoup dans ce format, le bootcamp, clairement. Tu vois, ce côté pédagogique, où tu as des gens qui vont t'aider plutôt que les cours vidéo. Ça, c'est vraiment bien. Et enfin, tu vois, Nous, on fait exactement les deux. En gros, il y a vraiment les cours vidéo qui sont là vraiment pour apprendre, parce qu'on aide. Enfin, il y a vraiment chacun une méthode d'apprentissage. Mais nous, par contre, on est obligé de mettre de l'humain, parce que c'est tellement intense que si tu n'as pas d'humain, tu perds l'ambiance, et c'est l'affect qui te permet d'apprendre. Et donc, nous, c'est très important d'avoir. Aujourd'hui, on a une team de mentors qui est assez dingue, mais parce qu'on a un mentor pour 8 personnes. Donc, on a vraiment une proximité avec les gens. C'est très intensif, même pour les mentors, parce que tout le monde ne voit pas les coulisses. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait forcément des gens qui aient des liens avec d'autres personnes pour apprendre quelque chose qui soit difficile et qui ne se sentent pas largués. C'est ça, ouais. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment un format, c'est vraiment le format qu'il faut pour cet apprentissage. Parce que tout seul, en fait, tu abandonnes, tu vois, tu vas pas loin. Donc voilà, en fait, voilà, il y a des tutos. Après, voilà, moi, j'adore expliquer. J'essaie aussi de démocratiser les trucs. Et le côté MVP, en fait, développer ton MVP, injecter aussi du business, du produit, de la com, du graphisme, etc. C'est un truc qui m'intéresse bien. Donc voilà, c'est comme je t'avais dit, en fait, je sais pas trop ce que je voulais faire. Et comme tu le vois, en fait, 1 an après, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais moi, voilà. t'es sûr. Voilà. C'est l'avantage, c'est qu'avec les outils no-code, tu peux lancer ton projet, tu regardes, tu peux changer, etc. Tu n'es pas obligé de refaire une formation de 4 ans, 5 ans en école d'ingé pour te dire non, ça ne me convient pas, en fait. Donc voilà, j'itère. Mais voilà, où j'en suis. Merci beaucoup, Charles. Pour la prochaine fois, ce qui pourrait être intéressant, si vous qui nous regardez avez des applications dont vous êtes particulièrement fiers, puisque c'est toujours un peu complexe de repérer des applications de Bubble qui sont bien faites. Si vous avez des applications pour lesquelles vous êtes fiers, alors pas forcément une application complète, ça peut être juste une page, un module, une intégration, un design, si vous avez quelque chose dont vous êtes fiers. Même, ouais, un truc rigolo. Hein, même un truc rigolo, ouais, peu importe une application que vous avez faite sur le côté. N'hésitez pas, on vous mettra un lien dans le récap sur Notion vers un formulaire où vous pourrez mettre votre application pour nous le regarder pour la semaine prochaine, pour la semaine après plutôt. Éventuellement voir aussi avec vous pour vous poser quelques questions.
De la même manière, si vous avez des questions que vous aimeriez nous adresser, qu'on traite en public, voilà, qui des pourraient questions intéresser assez d'autres personnes. précises, pas un peu moins techniques. On va pas non plus faire un tuto en live. Non, pas tuto, mais genre un truc, des une réflexion, questions, tu vois. ouais, voilà, des questions qui concernent Bubble et qui sont un peu plus sur le fond. On vous mettra aussi un lien vers un formulaire. On vous mettra le lien sur Discord, sur No Code France, en fonction, puisqu'on vous mettra le document, il y aura les questions à la fin aussi, donc du document de synthèse. Il y a aussi le fait que vous puissiez aller sur Twitter pour suivre, on essaiera de communiquer. Je sais qu'on communique de manière un peu partielle, puisque c'est vrai qu'on s'adresse à une niche Bubble. Donc c'est vrai qu'on ne le dit pas forcément à tout le monde, on oublie de programmer un peu tout, et c'est vrai que on teste aussi. On teste, on passe plus de temps à préparer la newsletter finalement qu'à l'annoncer. Enfin, c'est un petit peu le défaut, je pense, de toutes les personnes qui se lancent là-dedans. C'est notre 3e émission. Attends, là, on a rajouté les effets. On a un invité et on a une intro. On va montrer l'intro pour ceux qui l'ont pas vu quand même. Alors oui, non, vous savez quoi, moi j'ai envie à la revoir. Allez, mieux que ça, on va se dire au revoir avec l'intro. Comme ça, on clôt le truc parce qu'il est 15h59. On est pile à l'heure, en plus, Voilà. on s'améliore. C'est ça déjà. Parce que la première émission, on avait une demi-heure de retard sur le Tu vas début nous et la mettre en fin. retard. Tu vas nous mettre en retard. Voilà, tu vas nous mettre en retard. ouais. Donc, merci beaucoup à tous. Merci Charles. Merci beaucoup, les gars. On te retrouve où rapidement Comment? coachmvp.fr pour accéder à ton site du coup ou à ton Twitter? à la newsletter. et le Twitter, c'est pareil, c'est CoachMVP et on peut s'ajouter sur LinkedIn, où vous voulez. Super. Voilà. Avec plaisir, merci les gars. À Avec très bientôt. plaisir. Bon Et courage. et on finit avec l'intro. C'est pas mal du tout cette intro quand même. Bon, à bientôt.